découvre le Bitcoin dans les années 2016-2017 à peu près. J'ai envie de dire, même ceux qui aujourd'hui ont de la crypto-monnaie en 2024, vous êtes early. Alors je leur dis, vous êtes early. Lui, c'est Romain Bayeul, un ancien infirmier devenu entrepreneur et conférencier dans l'univers de la blockchain. Parce que il y a 10% d'adoption des crypto-monnaies en France, donc il y a encore énormément de chemin à parcourir. Mais la vie est une formation continue. Moi, ce que j'ai souvent, c'est que si je suis assis à une table de 10 personnes, je suis la personne la plus intelligente, c'est que je suis pas à la bonne table. Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un esprit brillant qui reste assis. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être là à théoriser. Oui, je vais faire un business plan, je vais faire un machin. Mais vas-y, quoi. Lève-toi de ton fauteuil, va à la rencontre du marché, va te rendre compte de ce qui se passe. Ceux qui pensent que l'IA va les remplacer, désolé, vous allez être remplacés. La vie, c'est comme un jeu de poker, hein. Tu sais jamais quelle carte tu as. Mais si à un minimum, t'arrives à être un peu malin et comprendre un peu le jeu des autres et comment fonctionne le jeu de poker, bah, même si au départ, t'as pas forcément une bonne mise, tu peux réussir à quand même gagner la partie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast, ce nouvel épisode d'Impacting Talk. Comme vous le savez, ici l'objectif c'est d'impacter et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Romain Bayeul. Romain, il va nous parler de tout ce qui est blockchain, finances décentralisées, je le laisserai plus développer. Mais en tout cas, Romain, aujourd'hui, la mission qui repose sur tes épaules, elle est énorme parce que tous ceux qui viendront regarder cet épisode, il faut que d'ici la fin, ils sachent c'est quoi concrètement la blockchain et comment elle fonctionne. Romain, comment tu vas? Bah écoute, la forme, merci pour ton accueil. En tout cas, on est à un cadre vraiment sympathique. C'est un plaisir de pouvoir venir intervenir ici. Et bah écoute, tu mets un gros poids sur mes épaules, mais normalement, ça devrait le faire. Tout ce qui est vulgarisation des nouvelles technologies, c'est une mission que je me suis confiée déjà en 2019, quand j'ai publié mes premiers posts sur LinkedIn à l'époque. Bon, j'avais une dizaine d'abonnés, dont ma cousine, ma grand-mère et et quelques potes. Pas mal de chemin depuis. Là maintenant, j'ai passé les 21 000 abonnés. Je suis LinkedIn Top Voice. Okay. Donc j'ai eu un peu le tampon de LinkedIn qui dit bah oui, ce que tu dis c'est intéressant. Et ouais, ça fait pas mal de temps déjà que je porte ce bâton de pèlerin en expliquant un peu c'était une nouvelle technologie et surtout moi ce que je vais faire passer comme message, c'est une nouvelle technologie, c'est des opportunités. Faut pas les voir. Il y a des peurs légitimes, mais moi je vais essayer de balayer ces peurs et donner les éléments finalement au plus grand nombre afin de devenir acteur de ce monde-là avec les bonnes armes et les bons outils, quoi. Ok, Romain, tu as 21 000 abonnés sur LinkedIn, mais du coup, explique-nous concrètement qu'est-ce que tu fais, dans quoi est-ce que tu entreprends, dis-nous. Ouais, bah écoute, en quelques mots, moi ça fait depuis 2019 justement que j'ai plongé dans le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Après un parcours dans le milieu de la santé, je suis infirmier pendant une dizaine d'années, puis commercial santé. J'ai un parcours soi-disant atypique, mais bon, moi j'y crois pas trop. Je pense que la vie est faite ainsi, où en fait on saisit des opportunités. Hier, tu pouvais être plombier, demain tu peux être conférencier, tu peux donner cours d'école supérieure, tu peux devenir entrepreneur blockchain. Enfin, moi j'aime pas, tu vois, ce cadre limitant, mettre les gens dans des cases. Moi, à chaque fois qu'on essaie de me mettre, ça ne marche pas. Mais bon, pour en revenir à nos moutons, j'ai cofondé la mine avec mon associé Éloi de Bersman. Notre volonté, c'était quoi? C'était d'apporter le max de valeur à des entrepreneurs ambitieux qui développaient leur start-up. Donc initialement, on avait tagué ça comme un incubateur de start-up Web3. Puis chemin faisant, maintenant, on accompagne aussi des start-up en dehors du Web3, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est B2B, dans d'autres choses. Donc ça, c'est mon activité, on va dire, principale. On accompagne aussi maintenant de plus en plus des PME. Parce qu'en fait, on s'est dit, on accompagne des startups à devenir des vraies entreprises. En fait, il y a des entreprises qui sont intéressées par nos techniques, nos outils et nos process de startup. Donc, de plus en plus, on fait d'intégration aussi des nouvelles techs dans des PME. Et du coup, deuxième activité, deuxième boîte, c'est Tyrock. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu. Effectivement. Pour faire simple, en fait, on est parti de la problématique aujourd'hui que c'est très difficile de pouvoir financer son bien immobilier. On voit les banques ne prêtent plus, elles font plus leur travail. Les primo-accédants, ils ont du mal, un mal pas possible à pouvoir se faire financer leur bien immobilier. Ou aussi des entrepreneurs, des freelances. Bref, problématique de l'immobilier, elle est vraiment là. Et du coup, nous, on est dans un système où en fait, c'est du prêt participatif. On va tous se prêter d'argent les uns et les autres. Donc, c'est un peu le système qu'on peut qualifier un peu de tontine. En Afrique, la tontine 3.0. C'est un système que tu connais, du coup, on en avait parlé tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un petit peu finalement de la fluidité dans les échanges financiers et puis se permettre
à tout un chacun finalement de pouvoir être propriétaire du toit qu'on a au-dessus de notre tête, ce qui est pour moi quelque chose qui quand même apporte une certaine forme de sécurité qui est nécessaire dans ce monde. Et du coup, à ce côté pré-participatif, on va y rajouter un système qu'on appelle la propriété progressive. C'est un peu une sorte de leasing immobilier. On veut trouver le meilleur des deux mondes entre l'allocation et la propriété. Si le locataire, t'es souple, tu te sépares, tu dois bouger, t'as un enfant, tu dois prendre plus gros, tout va bien, mais tu rembourses pas de capital. Et si t'as un bien immobilier, le problème, c'est que si tu dois bouger, en fait, c'est pas liquide. T'as du mal à revendre ton bien immobilier, tu dois passer chez notaire, c'est compliqué. Nous, on a inventé un peu ce système où, en fait, on est un peu l'entre-deux entre l'allocation et la propriété. Okay. Donc, on est vraiment sur un projet à impact, un projet RSE, un projet vraiment, tu vois, qui sont portés par des valeurs humaines et des valeurs sociétales. Ouais. Donc ça, c'est mes deux activités, mes deux boîtes. Je suis pas tout seul dans ces boîtes, je suis des associés, mais en tout cas, c'est les deux boîtes dans lesquelles j'ai des parts et dans lesquelles je suis actif. Et à côté de ça, je donne aussi des conférences. Ça peut être sur des événements Web3 ou IA ou dans des lives. J'interviens aussi dans des écoles supérieures, donc des écoles d'ingé, des écoles de commerce, des écoles de com. Donc voilà, et de temps en temps, je dors. Tout ça, c'est très intéressant, très innovant. Mais comment l'infirmier que tu étais est passé d'entrepreneur high-tech comme ça, comment ça s'est fait? Écoute, on me pose souvent cette question. C'est vrai que s'il y a certains auditeurs qui me connaissent bien, j'en ai marre, au moins j'entends la réponse 5 fois, mais je vais essayer de la tourner sous un autre axe. Déjà, il n'y a pas de hasard parce que j'ai beau être infirmier, j'ai beau entre guillemets avoir l'étiquette d'une blouse, je suis un geek de la première heure, tu vois. Ouais. Là, j'ai 38 ans. J'espère que ça se voit pas, j'en fais moi, mais bon, blague à part, on s'en fout. J'ai connu le premier PC, j'ai avoir 12-13 ans. J'ai monté mon PC. T'es balèze là. Comment? Ouais, les grosses tours là, et les vieux trucs là qui ramaient, qui faisaient un bruit pas possible. Le modem 56K. J'ai connu, les premières connexions internet. T'avais 6 heures. Donc le 2 du mois, j'avais tout explosé. Ma mère pétait un câble. Elle avait essayé de me mettre des limitations. Je passais au-delà des limitations. Les premiers CD graveurs où tu piratais des jeux vidéo, où tu vois, tu faisais des combines. Tu mettais. Tu vois, j'ai toujours été plus ou moins branché par la tech. Et puis, suite à un bac scientifique, j'ai fait une année sympathique, comme j'aime l'appeler. Donc, j'ai fait pas mal la fête à l'époque, grande époque des boîtes de nuit électroniques en Belgique, etc. Donc, j'ai fait beaucoup la fête à l'époque. Et puis, j'ai passé mon concours à infirmier que j'ai réussi brillamment, sans le vouloir presque. Et je me retrouve un peu dans cette aventure dans le milieu de la santé. Et moi, tu vois, mes valeurs humaines, mon empathie, en fait, ça a vraiment bien collé. Donc, je me suis retrouvé pendant 10 ans à faire du bloc opératoire, de la chirurgie cardiaque, de la pédiatrie, de la réanimation. Bref. Ça te plaisait pas? Si. Très, très bien. J'ai adoré. C'était vraiment un métier passion. Le seul problème, manque de moyens humains, manque de moyens financiers. Je me retrouvais, tu vois, par exemple, à vouloir expliquer à un patient diabétique, comment fonctionne la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Ouais. Donc, j'ai expliqué, voilà, que l'hémoglobine, ça, tous les 3 mois, entre guillemets, ça meurt. Je vulgarise encore là ici. Et que du coup, l'hémoglobine glyquée, qui est un peu le taux de suivi de son diabète général, en gros, ça faisait une moyenne de ça. Je sais bien, tu vois, le mec qui parlait pas toi, je sais bien, j'ai compris. Et c'est impressionnant comment le patient, quand tu lui expliques les choses, ils se sont acteurs de sa santé, tu vois. Ouais. Et pour moi, au-delà de poser une seringue, de faire un pansement, pour moi, être soignant, c'est ça. Soigner, c'est prendre en soin, c'est apporter de la valeur, c'est rendre son patient acteur de sa prise en charge. Ouais. Et je me suis rendu compte dans tout mon parcours, c'était plus possible. Tu te retrouvais avec des patients dans tous les sens, tu étais obligé de les envoyer à l'infirmière libérale parce que le bloc opératoire, il remontait des patients et toi, tu étais obligé de trouver où refourguer tes patients, mais vraiment. Et moi, j'étais plus aligné avec mes valeurs. On parlait de plus en plus de clients de soins. Clients de soins, tu vois, c'est devenu un business. C'est devenu un business, c'est ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, je dis, OK, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu de la santé? Et du coup, j'ai étudié ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'acte. En fait, c'est un process qui te permet de te dire, si tu as un patient X avec telle ou telle problématique de santé, tu vas apporter autant à l'hôpital. Et donc, du coup, c'est un système d'industrialisation finalement du soin. Ouais. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais Romain, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà que j'étais pas forcément le mieux vu de mes cadres de santé parce que je râlais toujours pour avoir du matériel, je râlais pour avoir plus de soignants. Je me suis dit, en fait, Romain, tu peux rien faire. Enfin, en tout cas,
à moins que tu remontes jusqu'au ministre de la Santé, mais est-ce que tu le veux? Tu peux rien faire dans ce système-là. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, passe à autre chose. Et donc, du coup, j'ai voulu me reconvertir en tant que commercial santé en me disant, bon, bah, je peux peut-être apporter de la valeur sur autre chose. Et du coup, première reconversion réussie. D'ailleurs, à l'époque, on m'avait dit, Romain, un infirmier n'a rien à faire en tant que commercial. Moi, il faut jamais me dire non. Ça me motive. Ah ouais. C'est mon mindset. Du coup, je suis devenu commercial et je découvre le Bitcoin dans les années 2016-2017 à peu près. Tu es un early adopter. Alors, plus que certains, mais moins que d'autres. C'est-à-dire que moi, j'en connais, ils ont acheté le Bitcoin en 2011, 2012, où ils l'ont miné très très tôt. Donc, j'en connais qui sont très très early. J'ai envie de dire, même ceux qui aujourd'hui ont de la crypto-monnaie en 2024, vous êtes early. Alors, je leur dis, vous êtes early. Parce que, il y a quoi? Il y a 10% d'adoption des crypto-monnaies en France. Donc, il y a encore énormément de chemin à parcourir. Ouais. Je suis early par rapport à certains. Je suis tardif par rapport à d'autres. On s'en fout, en fait. Ça, c'est pas important. Ce qui est surtout important, c'est que moi, je me suis dit, OK, je me suis dit, c'est quoi la monnaie? C'est quoi l'argent? Vu qu'il n'y a pas d'argent à l'hôpital. On veut, pareil, on veut envoyer nos tanks et nos soldats en Ukraine. Mais on n'a même pas de balles à mettre dans les fusils. On n'a même pas d'essence à mettre dans les chars. Non, mais arrêtons. Enfin, restons terre à terre. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, OK, mais c'est quoi l'argent? Du coup, je me suis intéressé, c'est quoi les banques centrales? Comment fonctionne la macroéconomie? Comment fonctionne, enfin, entre guillemets, ce fichu monde? Et Financier en général. c'est ça. Et en fait, quand j'ai compris le système financier, j'ai découvert le pot rose, je me suis dit, mais c'est un vrai scandale. Enfin, ce monde, il est pas équitable. Il court à sa perte. Bah ouais, moi, enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. Je m'étais dit, mais on peut pas imprimer tout le temps de l'argent de singe en se disant que bah, les monnaies futures, comment dire, les générations futures, nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont rembourser nos conneries, tu vois. Et à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas sans arrêt partir dans cette quête en avant. On imprime de la dette, on va récupérer de l'or, du lithium, etc. Faut se poser la question un peu du monde dans lequel on est. Et moi, ce concept de monnaie, parce que le Bitcoin est une monnaie, légalement au Salvador déjà, et même au niveau de ses caractéristiques, Bitcoin est une monnaie, et il a été développé justement comme un système monétaire. Bah, il y en a 21 millions en circulation en 2140 à la fin du minage. Il n'y en aura jamais un de plus. Ouais. Tu n'as aucune entité qui pourra imprimer des faux Bitcoin ou imprimer de la monnaie de singe. Donc du coup, on est face à une monnaie qui est finie. Et du coup, par rapport à ça, moi, je me suis dit, bah, c'est génial, ça peut résoudre pas mal de problématiques. Donc ça a attiré mon regard. Je me suis passionné de ce fameux Bitcoin. Et puis, bah, en 2019, via une rencontre, je rencontre un entrepreneur qui me propose du coup de t'associer. De rentrer un petit peu dans ce milieu d'innovation des startups. Moi, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un qui aime bien les opportunités. Et je me retrouve, je saute de la falaise sans parachute et j'apprends à tricoter pendant ma chute le parachute, quoi. Et je me retrouve là-dedans à prendre pas mal de risques, à vouloir finalement chercher de nouvelles opportunités. Et tu commences comment? Parce qu'en général, quand on connaît les crypto-monnaies pour la première fois, on se dit on va acheter et attendre que ça monte. Ou il y en a d'autres qui préfèrent faire du trading, genre sur des courtes échelles de temps. Toi, tu as commencé comment? Moi, j'ai acheté au pire moment. Enfin, j'ai attendu un peu avant d'investir, mais au moment donné où j'ai acheté, je me suis pris une grosse baisse dedans. Mais en fait, si tu veux, moi, à part la spéculation, parce que je veux dire, ça a interpellé pas mal de nos auditeurs, je pense, mais la spéculation, en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, pas plus que ça. C'est bien parce que, effectivement, ça permet à tout un chacun, que tu sois népalais, africain, peu importe ton portefeuille, même avec $10, tu peux déjà aller chercher du rendement financier sur du Bitcoin ou autre. Donc, c'est génial là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'outil, tu vois. C'est la blockchain en elle-même, tu vois. C'est la partie décentralisée, on n'a plus besoin de pairs. Ouais. On n'a plus besoin de tiers de confiance. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc moi, je suis vraiment rentré, si tu veux, je me suis plus intéressé sur toute la partie analyse fondamentale. C'est-à-dire que l'analyse technique, l'analyse de courbes, etc., le trading, je sais en faire. Ça m'amuse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comprendre comment ça fonctionne derrière. De la même manière, tu vois, pourtant j'étais encore étudiant infirmier à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je m'intéressais aux biotechnologies et j'investissais avec mon petit portefeuille, hein, mais j'investissais dans les biotechnologies et je m'étais intéressé par exemple à Carmat qui proposait, tu vois, le premier cœur artificiel. Donc tu vois, et moi j'aimais bien, c'était l'analyse fondamentale, c'est-à-dire fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a dans le projet, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quelle valeur ajoutée ça apporte. Donc moi, je suis vraiment plus branché là-dessus.
Donc, tu vois, la partie trading monétaire, c'est moins mon dada. Ouais. Moi, c'est plus, OK, la blockchain, c'est un marteau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce marteau, tu vois? Donc, tu vois, plus ou moins ta stratégie d'investissement, c'est plus de te renseigner sur quel est le réel projet derrière la crypto. C'est ça. Et ensuite, tu te dis si tu Les fonces. fondamentaux. Les Ouais. fondamentaux, c'est le plus important. Ouais, exactement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, si tu veux, tu peux pas non plus être focus que sur une chose. Je vais donner un exemple. Par exemple, et ceci n'est pas un conseil en investissement. Ouais, bien sûr. Reprécisons toujours. Par exemple, tu vois, Solana. Solana, moi, j'étais le premier à blaguer sur cette blockchain parce que non, combien de fois elle est tombée en pause. Je me suis dit, mais non, enfin, une blockchain qui tombe en pause, qui s'arrête, c'est pas possible. Et finalement, bah, ils ont une énorme communauté derrière. Ouais, ça pète en ce moment. Et ça a pété. Et bah, en fait, en vrai, même si elle est assez centralisée par rapport à d'autres blockchains, elle a des défauts, elle a des qualités, elle est rapide. Mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Et en fait, qui c'est qui a raison? Bah, j'ai souvent, c'est le marché a toujours raison. Ouais. Si tu as raison tout seul, bah, en fait, tu as tort. Donc, en fait, il faut aller aussi au-delà de ça, au-delà finalement des parties fondamentales, techniques, etc. Et réfléchir aussi à l'usage. Je vais donner un autre exemple. Et d'ailleurs, j'avais même hésité. À un moment donné, je sais pas si tu as entendu parler du hamster combat. Non, Bah, en fait, le hamster combat, c'est une sorte de petit jeu vidéo sur Telegram. En fait, tu ouvres ton application de Telegram et en fait, directement, tu peux jouer avec un hamster. Et moi, je trouve ça génial en termes de marketing. Et ça mine de la crypto? Bah, justement, je vais t'expliquer. Ouais. Pour l'instant, non, c'est une sorte de jeton. Enfin, c'est tout à fait artificiel. Et en fait, eux, ils ont commencé à créer une communauté en mode, bah, venez jouer au jeu, etc. Donc, c'est ultra gamifié. Ils ont fait 125 millions d'utilisateurs en même pas 2 mois. Donc, monstrueux. Wow. Énorme. Suite à, bah, d'ailleurs, les premiers, c'était Notcoin. Notcoin qui avait lancé justement un tap to earn. En fait, si tu tapes pour gagner. Et en fait, ils ont développé une communauté énorme. Mais, et moi, j'avais hésité à en publier sur mes réseaux. J'ai hésité à en parler sur LinkedIn. Je vais encore me faire éclater par les maximalistes qui vont dire, ouais, mais c'est éloigné l'esprit du Bitcoin, du machin. Je dis, mais fuck, finalement, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on pense. Et de toute façon, je m'en suis toujours foutu de ce que les gens pensaient. Donc, j'ai dit, vas-y, publie. Et ça n'a pas manqué. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais Romain, c'est pas de la blockchain, c'est pas machin. Taisez-vous. Taisez-vous. On a 125 millions de personnes qui tapent sur un hamster à la con et qui du coup sont onboardés dans la crypto, d'une certaine manière, et qui espèrent un airdrop, donc un largage de crypto-monnaie. C'est quoi la leçon derrière ça? C'est qu'en fait, finalement, ce qui compte, c'est l'usage. En fait, peu importe la tech. Moi, ce que j'ai souvent, les porteurs de projets qui viennent me voir. Alors, c'est quoi ton projet? Ah ouais, c'est des smart contracts sur de la DeFi. Non, mais arrête. Dis juste à quoi ça sert. Ouais. Madame Michaud, elle s'en fout de comment ça marche. Donc, tu vois, c'est important de se dire aussi, c'est au-delà de la partie technique, au-delà de la partie fondamentale que moi j'aime beaucoup, ce qui est intéressant, c'est l'usage. Et là, je te fais un parallèle. Pour le coup, j'ai eu raison. Parce que quelques jours après, je vois que la sécurité sociale philippine utilise la blockchain Ton et le wallet Telegram, le wallet Tonkeeper, du coup, sur l'application Telegram, pour rendre, en fait, les paiements et les remboursements possibles via ce wallet en crypto-monnaie à 42 millions d'utilisateurs en Philippines. Oh, comme quoi, il faut jamais sous-estimer. Et nous, ici, on est à la Sécu, on est à la sécurité française, on est incapable de mettre à jour notre carte Sécu parce que ça bug et j'en passe des meilleurs. Enfin, niveau administratif, on est éclaté au sol. En expérience utilisateur, on est éclaté au sol. Et là, aux Philippines, un pays soi-disant en voie de développement, donc on est soi-disant nous plus développés qu'eux, et ben eux, là directement, tu peux te faire rembourser tes frais dentaires, tu peux payer tes frais dentaires avec un wallet blockchain. Pour quelqu'un qui ne connaît pas réellement la blockchain, comment est-ce que tu pourrais lui expliquer? Alors il y a plusieurs approches. Moi, ce que j'aime expliquer, c'est que c'est comme un registre comptable. C'est-à-dire comme, tu vois, quand tu as une entreprise, tu as un registre comptable avec le flux des transactions qui passent. En fait, la blockchain, c'est ça. C'est un registre comptable décentralisé. C'est-à-dire que, façon de parler, au lieu que ce soit sur un seul ordinateur ou sur un fichier où tu vas noter tes registres de compte, les transactions, c'est à la fois sur ton ordinateur et en fait sur tous les ordinateurs en même temps. Donc du coup, c'est totalement infalsifiable. On peut pas falsifier les datas, on peut pas les effacer. Et donc du coup, c'est cette partie d'immuabilité. Et donc, par rapport à ça, je fais aussi le lien en expliquant, parce que j'ai parlé du mot-clé Web3. En fait, Web3, c'est pas forcément clair non plus dans la tête des gens. Ouais. Je vais revenir, c'est quoi la différence entre Web 1, Web 2, Web 3. Okay. Donc, le Web 1, initialement, en fait, c'était quoi?
c'est le premier web que moi j'ai connu. Quand j'ai dû convaincre ma maman d'acheter un abonnement Internet, elle me dit, mais Romain, t'as des CD-ROM, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, c'est connecté. Et donc, du coup, le web 1, c'était lire. Donc, tu as une information qui est devant toi, tu peux pas interagir. Tu es passif face à ça, et en fait, l'information, tu peux la consulter, elle peut être mise à jour, mais tu peux pas interagir avec. Mais déjà, c'était génial, parce que au lieu de mettre des CD-ROM avec des encyclopédies, tu avais accès en live avec de la data du monde entier. C'est déjà un premier plan génial. Puis le Web 2 est arrivé, en fait, il y en a beaucoup, ils pensent que c'est par rapport aux réseaux sociaux. C'est pas tout à fait vrai. Le Web 2, il est arrivé par rapport au blog, et là, pour la première fois, on pouvait interagir, lire, écrire. Donc, moi, Romain, d'ailleurs, j'ai eu mon Skyblog. Bon, n'allez pas le voir, hein, s'il vous plaît, parce que il y a des dossiers, et bref. Donc, peu importe. Et donc, du coup, pour la première fois de ma vie à l'époque, et de la vie de pas mal de gens, en fait, nous, on pouvait partager, stocker de la data avec des amis, avec des personnes du monde entier, même sans les connaître. Donc, on n'était plus uniquement passif. Donc, il y avait lire, et on rajoute la notion d'écrire. Et donc, en fait, dans le Web 3, la nouvelle notion qu'on a rajoutée, c'est la notion de propriété, la notion de ownership. C'est-à-dire que là, dans le Web 3, en fait, tu détiens tes propres data, et en fait, du coup, tu peux les monétiser, et en fait, du coup, tu reprends finalement le pouvoir. Parce que je refais un retour en arrière sur le Web 2. Le Web 2 est génial, vous êtes libre, vous pouvez créer vos data, vous pouvez interagir. Mais en fait, le gros problème, c'est que le Web 2 nous a donné un énorme espoir de liberté. Tout ça pour qu'il se passe quoi? Que des mastodontes comme les GAFAM prennent nos datas pour mieux nous manipuler. Et comme le dit l'adage dans le Web 2, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc finalement, j'ai envie de dire que le Web 3, la blockchain, etc., en fait, elle permet finalement de redonner l'espoir de ce qui a été insatisfait finalement par le Web 2. Une réelle liberté. Pour moi, c'est une certaine forme de réelle liberté, quelque part. Exactement, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec le Web 3, c'est que il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, quelque part, en fait, c'est bon, va faire un peu révolutionnaire, mais quelque part, c'est un peu le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que si on décide tous ensemble de quelque chose, en fait, on peut le faire. T'as pas une entité centrale, une banque centrale qui va imprimer 20 milliards de dettes, tu vois, comme on le fait en ce moment. Et après, on se dit, bizarre, il y a de l'inflation. Bah ouais, bizarre de l'inflation, on n'a pas nommé les singes. On peut pas, Bitcoin, on peut pas décider d'imprimer comme ça de la monnaie. Bon, après, pour les puristes, il y a la taille des 51%, mais bon, ça, j'en parle pas, c'est un peu trop touchy. Mais dans les faits, techniquement parlant, effectivement, tu peux pas, il n'y a pas d'autorité centrale. Je donne un autre exemple qui me parle beaucoup et qui je trouve vraiment intéressant. Il y a eu, comment dire, Hong Kong, qui était une possession pendant 99 ans à bail amphithéotique des Anglais. Et les Chinois, oui, vous inquiétez pas, on récupère, mais on va faire un pays, mais deux fonctionnements. Puis forcément, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, ils sont arrivés, ils ont mis leurs propres règles, et puis toutes les espoirs de démocratie qu'avait Hong Kong, petit à petit, on leur enlevait toute leur liberté, comme c'était à prévoir, hein, comme par hasard. Et il y a les médias indépendants ont tous fermé les uns après les autres. Et donc, il y a le dernier média, avant qu'il ferme, le dernier média libre de Hong Kong, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tous leurs articles, ils ont tout mis sur la blockchain. Ah, pour pouvoir bien... Résistance à la censure. Résistance à la censure. Tant qu'il y aura des nœuds pour faire tourner cette blockchain, la data de ces articles, elle sera encore dessus. Bon, tu vas me dire, c'est un geste symbolique. Oui, ça reste symbolique. Néanmoins, tu as quand même des endroits dans le monde où, en fait, tu as le fait de pouvoir inscrire de la data, de l'information, comme ça, sans organe central, ça te permet quand même finalement de résister à la censure, de résister à certains éléments. Donc, l'idée aussi par rapport à la blockchain et le Web3, c'est de se préserver finalement d'entités qui ont un certain pouvoir central et qui peuvent impacter nos vies, quelque part. Donc moi, c'est ça, ces valeurs-là que j'aime beaucoup dans la blockchain. Et du coup, moi, j'ai souvent été face à des gens qui, lorsqu'on parle de blockchain ou de Bitcoin, directement, ils associent ça à des trucs négatifs. Ils se disent que le Bitcoin, ça sert à blanchir de l'argent, à financer des activités illégales. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là?
Ça, c'est des choses que j'ai déjà répondu des centaines de fois. Déjà, celui qui veut blanchir de l'argent avec Bitcoin, je lui dis, va te former, mon coco. Parce que blockchain, le Bitcoin, c'est une technologie qui est pseudonymique, pas anonyme. Anonyme, c'est on sait pas qui tu es. Ouais. Pseudonymique. Ça veut dire que si tu m'envoies, par exemple, si je retrouve le lien de ton wallet, de ton portefeuille électronique, je peux retracer toutes tes transactions. Donc, le Bitcoin, c'est pas la bonne solution pour blanchir de l'argent. D'ailleurs même, si tu connais un petit peu l'histoire du Bitcoin, dans les tout débuts, oui, il y avait des histoires avec Silk Road, avec tu pouvais acheter de la drogue ou des choses illégales là-dessus. Oui, ça s'est pas mal développé là-dessus au départ parce que tout le monde pensait que c'était intraçable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens qui ont utilisé le Bitcoin pour blanchir de l'argent à l'époque, les policiers, les gendarmes, etc. se sont formés et ils ont réussi à retracer, du coup, via les transactions blockchain, ces personnes qui sont maintenant en prison. Ah, maintenant, ils sont capables de retracer. Mais les gendarmes sont formés à la blockchain. Tu veux blanchir de l'argent? Vas-y, mon coco. Ils sont formés maintenant à tracer sur la blockchain tous les flux. Et de plus en plus, maintenant, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont non KYC. C'est-à-dire, le KYC, c'est Know Your Consumer. Quand tu achètes de la crypto-monnaie sur Binance, sur KuCoin, sur une plateforme, à un moment donné, tu mets tes informations légales. Donc, si à un moment donné, tu as un portefeuille numérique qui est relié de près ou de loin, ou à 4, 5 transactions, avec un portefeuille où tu as mis ton identité, en fait, tu es facilement retrouvable. Donc, le Bitcoin est loin d'être une bonne solution pour pouvoir blanchir de l'argent. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient toujours pas convaincus par ce que je dis, posons-nous la question des professionnels du blanchiment d'argent. Les Panama Papers, par exemple. Donc, c'est un grand scandale financier. 0 Bitcoin n'ont été utilisés. Bon, c'est quand même eux les experts du blanchiment. Ils blanchissent des affaires, il y en a eu d'autres. Hein. Je cite les Panama Papers, il y en a eu d'autres. Bizarrement, quand il y a des grosses affaires comme ça, ce que j'appelle un peu des délinquants au col blanc, tu vois. J'ai un col blanc, mais j'en suis pas un. En tout cas, j'espère pas qu'on me prend pour un délinquant au col blanc. Mais ces personnes-là, ils ont jamais besoin du Bitcoin. Uniquement avec l'euro, avec le système bancaire traditionnel, une banque dans les îles Caïmans, ils arrivent très bien à le faire. Donc, si c'était un bon moyen pour blanchir de l'argent, ceux qui blanchissent utiliseraient le Bitcoin. Ce qui n'est pas le cas. Ok. Tu nous as bien convaincus là. J'espère. Pour toi, comment est-ce que des pays en voie de développement, tels que les pays africains, on l'a déjà vu avec le Salvador et tout, mais des pays comme les pays africains, comment est-ce qu'ils pourraient se servir de la blockchain à leur avantage pour se développer, voire rattraper ce retard qu'ils ont par rapport aux autres pays du monde? C'est une excellente question. Effectivement, pour nos auditeurs, il y a le Salvador effectivement, qui a considéré le Bitcoin comme une monnaie légale, donc une monnaie qui a cours. Suite à ça, bien sûr, tout ce qui est le FMI, tous ceux qui ont déjà le pouvoir, ils ont dit non, mais le Salvador va mourir, c'est impossible, Christine Lagarde, machin. Bref, quand c'est pour imprimer de la monnaie de singe et nous donner des leçons d'économie que même ne comprend pas, ça y va. Bizarrement, Salvador, tout va très bien pour eux. Ils ont quasiment remboursé leurs dettes. Ils se sont mis à utiliser les énergies géothermiques des volcans pour pouvoir miner du Bitcoin. Rassurez-vous, hein, tout va très bien pour eux. Hein. Nayib Bukele, qui est le président, pour moi, c'est mon avis, hein, je n'ai pas toujours raison, et heureusement, je pense que l'histoire le conditionnera comme un visionnaire, et l'histoire, dans nos livres d'histoire, on parlera de Nayib Bukele. Moi, je suis persuadé, on se donne rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, le Salvador, ça va être la Suisse d'Amérique centrale. Ils vont se développer énormément. En plus, au-delà de ça, entre guillemets, des loustiques comme moi, j'y suis pas encore allé, mais moi, j'ai envie d'y aller en pèlerinage. Parce que moi, je suis un holder de Bitcoin, je suis un passionné. Je me dis, le premier pays, et il y en a plein qui font comme moi, qui se disent, je suis passionné des crypto-monnaies, j'y crois, j'ai compris que c'était utile. Moi, je vais aller au Salvador, juste presque pour remercier ce pays-là, considéré comme monnaie légale. Donc, ça apporte énormément de tourisme, énormément de choses. Donc, ça, c'est une première chose. Et en fait, au-delà de ça, j'ai envie de dire, n'oublions pas que on est en France, ici, en Europe, dans un pays industrialisé. On pisse dans de l'eau potable. Non, mais je rappelle qu'on pisse dans de l'eau potable. Ouais.
on met une carte dans un appareil et on récupère de l'argent. Tu vois, on a la climatisation, on a la sécurité sociale, on a un confort, mais on dort dans du coton. Tu vas en Afrique, tu vas à Salvador, ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas de solution. Tu arrives avec des wallets, des portefeuilles numériques, avec du Bitcoin, etc. Mais eux, directement, c'est une solution par rapport à... Ils n'ont pas. Donc, en fait, pourquoi on a beaucoup d'adoptions au Nigeria? Je crois qu'il y a l'Afrique du Sud. Il y a pas mal de pays en Afrique où il y a un énorme tas d'adoptions. De plus en plus, ouais. Parce que les banques ne les regardent pas. Donc, en fait, on arrive avec un nouveau système avec la crypto-monnaie. Bah, eux, ça leur permet tout simplement de stocker des actifs sur du long terme et voire même de payer au quotidien. Donc, en fait, on arrive finalement avec une solution monétaire, une solution d'échange entre personnes sur un marché qui est vierge. Donc, eux, clairement, ils comprennent directement l'intérêt. Ouais. Tu vas en Afrique, ils payent déjà depuis longtemps avec un téléphone, avec un QR code. Nous, aujourd'hui, il nous a fallu le Covid pour se rendre compte qu'avec le QR code, on pouvait payer, on pouvait faire des choses, mais eux, ça fait déjà longtemps. Donc, moi, ce que je pense et ce que j'espère, c'est que des pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, en Amérique centrale, en Asie ou autre, ben, en fait, qui rattrapent directement le virage, tu vois, même s'ils auront peut-être raté Internet, qui foncent directement, qui foncent sur la blockchain, la crypto, l'IA, parce que, en fait, c'est aussi une opportunité pour eux, finalement, dans la jungle des nations, de défendre un petit peu leur bout de gras et de pouvoir, justement, s'industrialiser et se développer. Ouais, et surtout former les jeunes générations. Parce que, on le rappelle, l'Afrique est l'un des continents qui a la plus jeune population au monde. Ça. Et du coup, ouais, effectivement, ça pourrait être un enjeu très important. C'est une opportunité. C'est pas, comment dire. Je comprends les peurs des gens, mais tout comme, si tu reprends il y a 20 ans, j'en ai fait une publication, un de ces cas, il y a ça quelques mois, Internet, le danger. Oh, c'est la même chose, mais c'est la même chose. Ouais. Tu reprends aussi l'électricité quand elle est arrivée au début du XXe siècle. Tout le monde pensait qu'on allait être électrifié, qu'on allait mourir. Il y a toujours des pessimistes. Mais oui, mais si tu veux, c'est humain, c'est normal. Alors c'est une citation qui est apocryphe, qu'on lui a prêtée à tort a priori, mais c'est Schopenhauer qui disait toute révolution suit 3 étapes. 3 étapes. Mais c'est exactement la même chose. À chaque fois, l'IA, attention, on va mourir, machin. La crypto-monnaie, c'est pour les terroristes. Enfin, moi qui connais aussi des potes à moi qui ont vécu 2-3 révolutions technologiques, ou peut-être 50 ans, 60 ans, qui ont vu arriver d'autres choses. Eux, entre guillemets, sont blasés. Ils se sont dit, bon, c'est les étapes normales d'une révolution. Donc, en fait, c'est normal. Et après, finalement, face aux révolutions, aux évolutions, en fait, tu as plusieurs personas, tu as plusieurs façons d'appréhender les choses. Moi, je suis pas là pour dire, si tu te formes pas à la crypto-monnaie ou à l'IA, t'es con, t'es un moins que rien, t'es machin. C'est pas grave. Et tu peux très bien vivre dans ta grotte et pas t'intéresser à ça, hein. Tu vis dans le Larzac avec tes pommes de terre, avec tes poules. Moi, limite, invite-moi chez toi. Le jour où j'ai besoin de décompresser, Web3 c'est bien, mais Web0, je décompresse et génial. Ouais. C'est un choix de vie. Par contre, si tu choisis d'être dans ce monde dans lequel on est là aujourd'hui, que tu vas acheter ta baguette comme tout le monde, que tu vis normalement, je dis oui, c'est intéressant, comme il y a 20 ans, de se former à Internet. Aujourd'hui, de s'intéresser un peu à la crypto, de s'intéresser à l'IA. Parce que de toute façon, demain, ça sera c'est même déjà aujourd'hui, c'est déjà une réalité pour pas mal de monde. Ouais. Tu vois, il y a une ville là, dans le sud de la France, qui s'appelle Talence. C'est la première ville de France à accepter les paiements. Full crypto-monnaie. Ouais. Tout le monde peut acheter sa crypto-monnaie avec une solution d'ailleurs qui s'appelle Litzy, qui a été développée par Damien Paturo. Après Centre Beaugrenelle, ils ont fait Centre Beaugrenelle à Paris. De toute façon, ça sera la norme. Tu vas en Argentine, quasiment, t'as pas 1 euro, t'as du Bitcoin, ou au Mexique, tu peux payer avec tes Bitcoins partout. Le Liban, par exemple, là-bas, ils comprennent ce que c'est l'intérêt du Bitcoin. Quand t'as une monnaie qui perd 20-30% d'une journée de sa valeur, ou qui a 10 000% d'inflation, tu comprends l'intérêt du Bitcoin. Ouais. Tu te dis, ma monnaie, elle vaut de moins en moins rien. Si j'ai du Bitcoin, au moins, je me préserve de ça. Je peux dire que dans ces pays où, par exemple, la Turquie aussi, tous les pays qui ont des monnaies qui sont assez faibles ou des monnaies qui sont assez volatiles, dans ces pays-là, bizarrement, il y a énormément d'adoption. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, si en Europe, en particulier en France, on n'a pas assez d'adoption pour la crypto-monnaie,
c'est parce qu'on n'a pas assez mal. Parce on croit trop que les banques sont sécurisées, que tout va bien. On se rend pas forcément compte que là, par exemple, toute la dette qu'on a générée pendant le Covid, on va se prendre très très cher. Que le changement de la dotation par les obligations d'État, donc l'argent qu'on emprunte, on est passé de Standard & Poor's de triple A de triple A à double A, ce qui va faire payer encore plus le poids de la dette. Ce qui nous attend, ça fait très 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 mal. Hein. On parlait tout à l'heure, là, avant le podcast, de Charles Le Gave, que j'aime beaucoup, bon, qui est un petit peu aussi défaitiste, tu vois. Lui, c'est en mode on va tous mourir, allons planter des patates. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a raison. On est vraiment pas dans une situation économique qui est agréable, mais personne s'en rend compte parce que tant que tu mets ta carte bleue dans la banque, l'argent gratuit il tombe. T'allumes la télé, on dit que c'est rassurant. Bruno Le Maire nous dit que il a sauvé l'économie française. Donc en fait, on est anesthésié dans un microcosme où en fait on se rend pas compte de ce qui se passe au-delà de nos frontières, au-delà du monde. Mais il y a d'autres pays où en fait la crypto-monnaie est déjà une réalité. Il y a d'autres pays où, je crois que c'est la Corée du Sud, ils ont mis un programme de formation, plusieurs milliards sur la table, pour que toutes les personnes de plus de 40 ans soient formées à l'IA. La Finlande avait un programme de formation sur l'intelligence artificielle gratuit, je crois que c'était il y a 5 ans. Enfin, moi, je dis souvent, on est en France. Il y a qu'ici qu'on n'est pas encore. Mais la France, c'est un petit pays. Hein. C'est un petit pays. On croit qu'on est encore un grand pays. C'est un petit pays. Il suffit de voyager dans le monde pour s'en convaincre. Mais largement. Moi, j'ai souvent la France. Bon, pourtant, je suis patriote, j'aime mon pays. C'est parce que je l'aime que je le critique. La France, c'est le coq. On a les pieds dans la merde, mais on fait les fiers. Mais en vrai de vrai, on est dépassé sur plein de choses. Que ça soit sur l'usage des crypto-monnaies, sur l'IA, sur l'esprit entrepreneurial. Tu veux monter ta boîte en France? Déjà, le nombre de papiers qu'il faut faire, déjà, tu as envie de te barrer. La TVA, l'URSSAF, le machin. Mais en France, c'est compliqué d'entreprendre. Ouais. Clairement, on nous aide pas. Ne serait-ce que sur la partie administrative. Donc, moi, j'ai envie de te dire, voyageons, allons voir ce qui se passe ailleurs. Et je peux te dire que on n'a rien même envie à certains pays africains qui ont des buildings qui sont ultra innovants. Bon, peut-être pas à 10 km de la capitale, peut-être pas dans les campagnes. Mais il faut arrêter ces idées reçues de se dire il y a une fracture entre les pays en voie de développement et nous en France on est un pays développé. C'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai. La Corée du Sud, qui était à la base un pays émergent, aujourd'hui sont au même niveau que nous. Le Brésil est en train d'arriver. Il y a aussi ce qui se passe avec les BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud sont en train de se liguer. J'ai envie de te dire, il faut se rendre compte qu'on est maintenant de plus en plus dans un monde multipolaire. Le monde est en train de changer, en train d'évoluer. Et en France, on est parmi les seuls à pas s'en rendre compte. Mais on a aussi, je pense, des problèmes aussi liés à notre culture. Parce qu'en France, tu sais, t'as une culture un peu paysan. C'est en mode, t'as fait combien de blé cette année? Ah, je sais pas, machin. Est-ce que tu vas dire ton salaire en France? Personne va dire son salaire. C'est tabou. Mais c'est tabou. Alors que, c'est quoi le problème? Tu fais autant d'argent, tu fais de l'argent. Faire de l'argent, pour moi, c'est pas sale. Moi qui suis issu d'un milieu ouvrier, d'un milieu de la classe moyenne, même quasiment d'un milieu ouvrier, pour moi, c'est sain de faire de l'argent. Enfin, si tu le remploies, si en plus tu donnes des offres caritatives, c'est OK. Mais en France, tu vas jamais dire ton salaire. Dans ton groupe de potes, combien de fois il y a eu la question qui a son salaire? Ça n'arrive jamais. Et quand ça arrive, personne n'ose le dire. Et ça, c'est aussi, je pense, aussi les problèmes qu'on a en France. On a vraiment une culture, une éducation financière qui est éclatée au sol. Qui t'a dans tes potes qui va te dire, j'ai un peu d'action dans Air Liquide, je suis un peu exposé au CAC 40, tiens, là, il y a le S&P 500, donc la bourse américaine, qui est en train un peu de reprendre, donc je vais arbitrer, je vais mettre un peu là-dedans. Tiens, en fait, t'as pas un peu de gold? Est-ce que t'as un peu de gold ou un peu peut-être commodity, t'as un peu de pétrole? Jamais t'entends ça en France. C'est vrai que tu touches un point fondamental là, parce que un jour, on faisait un travail de groupe à l'école. Et moi, rapidement, je checkais les informations pour voir ce qui se passait avec le cours du Bitcoin, tout ça. Puis j'ai un ami qui derrière, il vient, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à regarder des trucs comme ça? Tu t'intéresses à des conneries comme ça, tu vas gaspiller ton argent. Mais tu vois, c'est compliqué effectivement d'en parler en public aussi. Les idées reçues, les pensées limitantes. Dès l'éducation, dès l'enfance, on nous conditionne. Tu vois, même tu vois, de la même manière, moi, pareil, quand je commence à monter assez au trading et à la finance, ouais, mais non, Romain, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent.
parce que on a une aversion au risque. Et en fait, on nous conditionne, notre entourage, la société, l'école, on nous conditionne à rester dans la même situation sociale dans laquelle on est. En fait, on nous conditionne pas à prendre des risques. Mais effectivement, high risk, high reward, quand j'investis sur le CAC 40, oui, je peux perdre de l'argent, mais je peux aussi en gagner. Et donc, en fait, le problème, c'est que, en fait, on est le reflet de la société qui nous entoure. Ouais. Et comme la société, finalement, nous amène des éléments qui nous cadrent dans un certain sens, bah, malheureusement, il y en a, ils pensent que bah, c'est pas pour eux. Et surtout, faut miser ce qu'on est prêt à perdre, pas ce qu'on peut Exactement. pas se permettre. Exactement. Et après, de toute façon, je vais citer Pablo Escobar, je trouve ça assez drôle. Aucun salarié n'est jamais devenu millionnaire. Quasi. Bon, alors il y en a peut-être quelques-uns, mais effectivement, c'est pas en étant salarié que tu vises l'indépendance financière. À un moment donné, il faut entreprendre, il faut prendre des risques. Dans la vie, c'est tout ton entourage, ils vont toujours ton bien. Moi, quand d'infirmier, j'ai voulu me reconvertir à sa santé. Ah, mais Romain, t'as déjà un métier. Pourquoi tu fais ça? Et du coup, j'ai continué. Et je te dis même de commercial, quand je suis arrivé vouloir être entrepreneur dans la crypto, dans la blockchain, mais tout le monde m'a dit, mais Romain, t'es complètement fou. T'as un métier. Enfin, en gros, t'avais un truc sérieux. Pourquoi tu fais des conneries, entre guillemets? Mais si tu veux, ces personnes-là voulaient mon bien. Mais en voulant mon bien, elles voulaient ma sécurité. Mais est-ce que c'est bien vouloir la sécurité des gens? En tout cas, pour moi, j'ai souvent, c'est le mieux et le milieu du bien. En fait, vouloir la sécurité des gens, c'est aussi vouloir indirectement qu'ils restent dans le même statut social que nous. Et donc, ça fait aussi peur, quelque part, quand tu es dans un groupe de potes ou dans une famille, etc., quand tu as quelqu'un qui s'extirpe de ça pour aller chercher autre chose. Parce que ça te renvoie toi-même à ta propre réalité, de ce que tu oses pas faire, de tes propres regrets dans ta vie, des opportunités que tu n'as pas saisies. Et du coup, tu te retrouves tout seul au début dans ton aventure entrepreneuriale. Ah, mais oui. Est-ce que tu l'as vécu, toi, la solitude? Ah, mais oui, mais clairement. Ah oui, mais clairement. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est de la solitude, mais tellement. J'ai perdu beaucoup d'amis. Enfin, perdu. C'est un grand mot. Éloigné ou moins en contact. Moins de contact. Bah ouais, enfin, quand tu as 22 heures, qu'on te propose d'aller boire un apéro et que bah, tu as un client à gérer ou tu as une grosse propale à envoyer parce que tu as un gros truc à signer, bah forcément, tu n'es pas dans le même monde. Quand tes proches ils te parlent de, je sais pas, de Top Chef, de machin, alors que toi, ça te parle pas, tu vois. Toi, t'es plus en mode comment je fais tourner ma boîte, tiens, comment ça se passe les élections, qu'est-ce que ça va avoir un impact sur mon business. Ah, tiens, Trump, il se passe ça aux États-Unis, ça va avoir un impact sur le dollar, qui a un impact sur la crypto, et peut-être que ceci, que cela. En fait, on n'a pas les mêmes enjeux, si tu veux. Effectivement. Et au-delà de ça, tu peux même paraître, entre guillemets, prétentieux. Mais attends, t'es qui, toi, Romain? T'es qui, toi, petit gars du bassin minier, fils d'ouvrier, t'es qui pour oser vouloir devenir un entrepreneur? Ah, tu veux être millionnaire? Mais je sais que j'ai des potes à moi, alors il est où le millionnaire? Mais c'est quoi, enfin, c'est quoi le sujet? Est-ce que je veux être millionnaire? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais est-ce que c'est important, finalement, au-delà de ça? Moi, j'ai la plus grande richesse aujourd'hui, c'est quoi? La connaissance. La connaissance, déjà, je me suis formé, puis je fais ce que je veux, quasiment. Je veux décaler des rendez-vous, je décale des rendez-vous. Je veux bouger, je bouge. Mon ordinateur, je le pose sur mes genoux. J'ai une connexion Internet, j'ai mon bureau. J'ai la plus grande des libertés. Ouais. Tu vois, je dois rien à personne. Je dois quand même aller charbonner, aller chercher le chiffre d'affaires pour pouvoir bouffer, bien sûr, pour pouvoir me développer, etc. Mais moi, je suis déjà riche. Je suis riche parce qu'il y a personne qui peut me dire ce que j'ai à faire de ma vie. J'ai pas un N+1, j'ai pas un patron. Non, je suis mon propre patron. Donc, je suis riche à ma manière. Et du coup, finalement, pour moi, c'est aussi ça, tu vois, c'est que t'en as beaucoup, ils disent, ouais, Romain, t'es entrepreneur, tu vas être millionnaire, etc., ou multimillionnaire. Et je n'avais rien compris. C'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, pour moi, les entrepreneurs, ils cherchent pas à faire de l'argent. Ils cherchent juste à répondre à des problèmes. Tu sais, c'est en mode, tu vois des choses, ça t'agace, ça t'énerve, et tu veux d'abord résoudre le problème pour toi, souvent, et du coup, ça devient un projet pour les autres. Et du coup, finalement, pour moi, l'argent, c'est pas un but, c'est une conséquence. En fait, quand tu entreprends, tu veux apporter de la valeur dans ce monde. Et à force d'apporter de la valeur, bah, bizarrement, il y a un truc qui fait que, bah, d'un seul coup, peut-être en une après-midi, tu m'équites. Parce que tu as le bon contact, etc. Mais il faut pas croire, c'est que c'est ultra compliqué. Comme je dis souvent, entreprendre, surtout quand tu n'as ni les diplômes pour, ni le réseau pour, ni tu as été formé pour, c'est que du sang, c'est que des larmes.
c'est que de la souffrance, c'est que de la galère. Mais c'est un tel kiff. Parce qu'après, ce que tu construis, ça t'appartient et tu deviens maître de ton propre destin. Et moi, au-delà de ça, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que du coup, bah, les cartes, tu les as dans tes mains. T'en fais ce que tu veux. Et tu vois, moi, un de mes modèles, tu vois, c'est par exemple un mec comme Bernard Tapie. Le mec, il s'est fait tout seul. Alors, il y en a qui vont dire, oui, il a des casseroles, des machins. Mais ouais, mais vous avez fait quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour le critiquer, lui, qui a des casseroles? Je me souviens d'une fois, il y avait un journaliste qui lui dit, oui, vous avez fait des faillites, des machins, etc. Et il lui répond, mais c'est facile pour vous qui ne faites pas. Vous ne faites rien. Vous faites quoi de votre vie? Vous ne faites que commenter ceux qui font. Alors, à ne rien faire. C'est facile de ne rien rater. Mais arrêtez de juger ceux qui font parce que eux font des choses. Moi, j'adore ce genre de personnages. Des personnes qui m'inspirent, tu vois. Et humblement, moi, je m'inspire d'autres entrepreneurs qui ont bougé des lignes. Et j'espère que par ce podcast, par d'autres choses, j'ai peut-être inspiré d'autres graines d'entrepreneurs. C'est l'objectif, effectivement. J'adore bouger les lignes. Moi, je suis le genre de mec, j'aime bien taper dans la fourmilière. J'aime bien. On me dit que la porte d'entrée, elle est fermée, je passe par la véranda. Si la véranda elle est fermée, je passe par la cheminée. Et c'est cet esprit-là, tu vois. J'aime aussi inculquer, comme quand je donne des conférences ou quand je donne des podcasts ou quand je donne des cours à des étudiants. C'est vraiment de se dire, mais vous avez les cartes entre les mains. N'écoutez pas la société, n'écoutez pas les médias, n'écoutez pas les politiques. Ne m'écoutez même pas moi-même. Remettez en question moi-même ce que je dis. Et on est tous, en fait, finalement, les acteurs de notre propre vie. Et pour moi, c'est ça l'esprit entrepreneurial. C'est de se dire, voilà, je deviens acteur de ma propre vie. Et même si je deviens SDF, au moins, j'aurais essayé. Et si je mange des pâtes, ok, je mange des pâtes. Tu mourras sans regret. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'en connais plein qui étaient multimillionnaires, qui se sont retrouvés à la rue, puis qui se sont refaits, Quand tu as compris comment faire de l'argent, quand tu as compris comment entreprendre, j'ai envie de te dire, logiquement, presque, même si tu reviens à zéro, tu recrées. Ce que tu peux pas faire quand tu es en mode salarié, parce que tu perds ton salaire, tu fais comment? Tu dois retrouver un poste, etc. Tu es dépendant de quelqu'un qui t'autorise à venir travailler dans sa boîte. Alors que si tu es entrepreneur, tu fais faillite, tu remontes une boîte, puis tu repasses des appels, des machins, et tu recommences. Et derrière, c'est de la formation parce que tu développes des soft skills, des hard skills, tout ça. Mais la vie est une formation continue. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si je suis assis à une table de 10 personnes, je suis la personne la plus intelligente, c'est que je suis pas à la bonne table. Moi, j'aime bien toujours être entouré de personnes plus intelligentes que moi, des personnes qui ont développé des choses sur moi, des pensées imitantes que j'ai, ou qui créent des choses sur lesquelles moi, j'ai pas de valeur là-dessus, tu vois. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est aussi super important de bien s'entourer. Ouais. Comme le dit la maxime, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Mais en fait, c'est vrai. Parce que, tu vois, si t'es issu d'un milieu, tu vois, t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et tu commences à entendre parler tes potes, j'ai closé un deal à 20 000 euros. Quoi? 20 000? Un 2 et 4 zéros derrière? Ah, ok. Dans ta tête, déjà, ce 20 000, il est possible. Parce que tu vois, 20 000, tu dis normalement, dans la classe moyenne, c'est un an de salaire. Mais là, tu dis 20 000, ok, c'est pas du salaire, c'est un chiffre d'affaires. Ce chiffre-là, il est plus choquant. Puis après, tu rencontres d'autres start-upers, ils ont levé 2 millions d'euros. Bon, c'est pas dans leur poche, c'est l'argent dans la boîte. Mais c'est déjà énorme. Mais tu dis, ce chiffre-là, il te choque plus. Parce que tu dis, ok, en fait, on peut lever 2 millions d'euros. Donc déjà, dans ta tête, t'es déjà plus le même. Parce que ces chiffres-là te choquent plus. Et une fois que ces chiffres-là te choquent plus, le jour où tu dois closer un deal, peut-être à 10 000 ou à 20 000, tu sais envoyer la facture. Tu vas pas broncher en envoyant la facture. Parce que ce chiffre-là, il n'est pas choquant pour toi. Dans ta tête, si tu veux, t'es plus pauvre. Bon, t'es pas forcément riche dans ton portefeuille, mais tu penses déjà plus comme un pauvre, quelque part. Et c'est déjà énorme de pouvoir avoir cet état d'esprit. C'est le mindset, clairement. Et donc, effectivement, en fait, au plus tu vas t'entourer de personnes qui prennent des risques, qui entreprennent, qui font des choses, au plus toi, ça va te motiver, au plus ça va te tirer vers le haut. Donc, il y a un vrai enjeu aussi pour moi de s'entourer aussi des bonnes personnes dans sa vie, quoi. Et comment toi, tu fais pour t'entourer justement de bonnes personnes? Est-ce que tu
participes à des réunions de réseautage, Ouais. tu vas à des conférences. Comment est-ce que tu fais? Bah, je vais donner mon Process. mon process, hein, celui que j'ai employé en 2019. Quand j'ai commencé, moi, je connaissais personne. J'étais son père, inconnu au bataillon, le mec. Il a un diplôme d'infirmier, il a fait un peu commercial santé, point. Ok. Bah, j'ai dit, ben, ok, je connais personne. J'ai vite compris que le réseau, ça pouvait être puissant. Plus, j'en avais pas. Et quand je rencontrais les entrepreneurs, je les voyais qui se serraient des mains. Je dis, putain, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Ils arrivent, et je dis, ouais, c'est le pouvoir de serrer des mains. Et je dis, ouais, il y a un truc. Et du coup, moi, j'ai commencé. Je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas des réseaux pour faire son réseau? Et je dis, ah putain, c'est bien, il y a des réseaux. Donc, du coup, j'ai regardé tout ce qui est les BNI. Ouais. BNI, les réseaux d'affaires. J'ai revu les réseaux d'affaires protéines. Bref, je sais pas, toutes les citer. Donc, j'ai fait la liste de tous les réseaux d'affaires. Et j'ai vu qu'on pouvait être invité gratuitement, au moins 2 fois par an. Et ben, j'ai fait le tour de tous les réseaux d'affaires. Mais un par un, comme un teubé. Mais vraiment, j'ai rencontré. J'ai fait le tour de le réseau d'affaires. Il y avait un événement, j'y allais, machin. Et aller au charbon, tout le temps, y aller, y aller. À un moment donné, je me souviens, il y avait le Covid qui est arrivé, et du coup, il y avait des réseaux d'affaires qui étaient en visioconférence. Ben, je dis, bah, génial. J'ai même pas besoin de bouger de chez moi, je fais mon réseau d'affaires. Depuis ton ordi. Eux, ils râlaient tous. Et moi, j'étais dans ma visio. Et en fait, j'étais là, tac, j'avais mes deux écrans. Et en fait, quand chacun présentait son activité, en même temps, j'étais sur LinkedIn. Et en fait, j'avais un message préécrit. Bonjour, nanana, super, on s'est rencontrés dans le BNI. Je les avais tous un par un sur LinkedIn. Et après, j'ai enchaîné. J'ai fait ce qu'on appelle à un moment donné, j'ai appelé ça un BNI Tour. C'est-à-dire, bah, tous les jours de la semaine, je me levais entre 5h30 ou 6h du matin pour aller bah, boire des cafés, manger des croissants avec des plombiers, avec des agents immobiliers, avec des machins. Et tous les matins, j'allais me sortir le doigt du cul. Ça me faisait chier, hein. Je peux te dire, franchement, je l'avais mauvaise. Pour aller réseauter. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Aller à la rencontre des gens. Et là, tu vois, tel que tu me vois, tu vas te dire, ouais, mais Romain, c'est facile pour toi. T'es extraverti. C'est totalement faux. Je suis un mec introverti, anxieux à la base et plutôt mal dans ma peau. Ah ouais. Mais le truc, c'est que, à force d'aller au combat, à force de se faire violence, ben, je suis devenu extraverti. Mais les premières fois où j'ai pitché dans un réseau d'affaires, j'arrivais, je bafouillais. Tu vois, j'étais pas clair du tout. Il y a même qui sont venus me voir, je tremblais, j'avais des sueurs, etc. Et même encore maintenant. Tu vois, bon, moins en moins, mais ça m'arrive des fois, tu vois, dans certaines conférences, des fois, j'ai un petit stress avant. Même là, ce matin, bon, pourtant, des podcasts, j'en ai déjà tourné pas mal maintenant, mais je suis levé le matin, j'ai une petite boule au ventre. J'ai dit, bon, allez, vas-y, Romain, t'y vas. Puis, bah, finalement, j'arrive et ça se passe bien. Faut pas croire que c'est facile et que, tu sais, tu claques des doigts comme ça. Il y a un vrai travail. Faut aller se faire du mal. Mais si tu veux, c'est un peu, voilà, la logique que je fais, c'est un peu comme, imaginons, t'es arachnophobe, t'as peur des araignées. Bah, vas-y, tous les soirs, dors dans un coffre avec des araignées. Et à force, ça va devenir tes meilleurs ennemis. T'as peur de ça? Bah, vas-y, fais-toi du mal. Affronte tes peurs. Exactement. Enfin, exactement. Et du coup, moi, à force d'avoir toujours affronté mes peurs, bah, maintenant, je suis devenu un homme de réseau. Je suis dans des soirées, un peu tout le monde me serre la main, mais j'ai fait des réseaux d'affaires. Je suis allé, bah, là, s'il y a des Lillois qui nous écoutent, aller à Aura Technologie, c'est un endroit où, un carrefour de l'innovation, aller rencontrer des gens. Et en fait, la meilleure façon de faire son réseau, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai compris quelque chose. Alors, au départ, je le faisais naïvement, parce que tu vois, j'étais un bisounours dans l'entrepreneuriat, j'étais trop gentil. Et je donnais des conseils, des machins. Je vais avoir un tel de ma part. Et au départ, tu vois, des gens qui me disaient, mais Romain, t'es trop gentil. Le business, c'est des requins. Alors, c'est vrai, mais pas tout à fait. Moi, au-delà de ça, bah, toute la valeur que j'ai donnée, comme ça, tu vois, entre guillemets, naïvement. En fait, j'ai créé une dette morale auprès de pas mal de personnes. Et quand j'appelle pour demander un coup de main ou un service, on me dit pas non. Parce que, ah ouais, mais Romain, je suis pas d'accord. Ben, je te souviens pas, hein, il y a 6 mois, quand, ah ouais, vas-y, machin, c'est vrai. Et en fait, tu vois, l'une des meilleurs conseils que je peux donner aussi, c'est donner de la valeur. Vous voulez vous faire votre réseau, donnez de la valeur. Quand j'ai commencé à faire mes premières publications sur LinkedIn pour vulgariser la crypto-monnaie, on me disait c'est une monnaie terroriste, ça tue des dauphins, ça noie des pandas, enfin, toutes les conneries possibles et envisageables. Mais moi, je voulais apporter de la valeur. J'ai jamais réfléchi au départ, je veux être LinkedIn Top Voice, je veux des groupies, je veux être du ça. Je m'en foutais royalement. Moi, j'étais là en mode, ben les gars, j'ai trouvé un super jeu. Le Bitcoin, c'est génial. Puis je veux, ben les gars, venez jouer avec moi. Enfin, c'est vraiment cool. Je voulais juste partager ma passion auprès des autres. Et en fait, j'ai donné de la valeur. J'ai voulu donner de la valeur aux autres.
Et quand tu donnes de la valeur à une communauté, à des entrepreneurs, à ce que tu veux, mais en fait, ton réseau va se créer au fur et à mesure. Et tu vois, tu as ceux qui vont par exemple publier sur les réseaux pour plus de followers, pour être famous, pour ce que tu veux. Ça se ressent. Et en plus de ça, c'est pas la bonne approche. En fait, si au contraire, tu veux donner tu vas apporter de la chose à ta communauté, en fait, ta communauté, elle va se créer. Et tu commences avec 20 abonnés, on s'en fout. Tu continues. C'est ça le secret. Et tu vois, je vais faire un autre parallèle, tu vois. Comment on fait pour réussir dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires? C'est pas forcément les plus malins. C'est pas forcément les plus intelligents. C'est souvent les plus résilients. C'est ceux qui ont la dalle. C'est parce que tu lâches rien. À un moment donné, tu vois, pareil, tu vois, j'ai des proches autour de moi, tu vois, bah, ils ont la chance, finalement, d'être bien nés. Mais c'est aussi une malchance. Parce que tu cours jamais plus vite que quand t'as le ventre vide. Moi, j'écoute entre les dents, tu vois. Moi, j'ai tout à créer, j'ai tout à construire. Ouais. La vie tout ce que j'ai dans la vie, je suis allé le chercher. Donc, je pense que c'est aussi une chance, finalement, d'être mal né, entre guillemets. D'avoir de la malchance dans la vie est une chance. Comment tu peux changer le monde, enfin, vouloir changer le monde, si t'as pas pris des coups, si t'as pas souffert, si t'as pas galéré? Moi, en tout cas, à mon sens, c'est pas tout le temps vrai. Bien sûr, je fais pas des généralités. J'aime pas ceux qui font des généralités parce que souvent c'est de la connerie. Mais n'empêche que tu prends parmi les meilleurs artistes, ils ont des choses à raconter parce qu'ils ont des moments difficiles dans leur vie. Les entrepreneurs, c'est pareil. Tu prends un mec comme Anthony Bourbon, qui est pour moi, franchement, un mec. Il est balèze. Ouais, franchement, pareil, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. On peut pas plaire à tout le monde, on s'en fout. Et d'ailleurs, plaire à tout le monde, c'est n'importe qui. Ce mec, il a quand même un parcours de malade, tu vois. Il est inspirant. Et là encore, cette niaque, ce couteau entre les dents, alors que pourtant, il a maintenant une situation qui est quand même assez cool, tu vois. J'imagine qu'il doit dormir dans du coton. Il doit être bien maintenant, et tant mieux pour lui, mais il a mérité. Est-ce que pour toi, pour réussir en entrepreneuriat, il faut forcément faire de longues études? Je suis à preuve que non. Bah non. Pour moi, il n'y a pas de diplôme pour faire l'entrepreneuriat. Ça n'existe pas. Après, si, tu peux faire une business school pour aller chercher des compétences, des machins. Donc, oui. Mais la réalité, elle se passe sur le terrain. La réalité, elle se passe sur le terrain. Donc, moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'entourer d'entrepreneurs. Je suis assez mitigé sur ce sujet. C'est-à-dire que moi, je suis un exemple du fait qu'en autodidacte, on peut y arriver tout seul. Puis à côté de ça, je donne des cours d'école supérieure. Et j'adore randonner. Je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que, de toute façon, Juste milieu peut-être. ouais, enfin, juste milieu. C'est sûr que l'éducation nationale, l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est éclatée au sol. Enfin, je vais reprendre un peu la Gad Elmaleh, son spectacle d'humoriste, là, quand il expliquait, on nous apprend à l'école à faire une flûte, t'en connais combien des flûtistes? Non, mais franchement, c'est vrai, quoi. Enfin, à l'école, on nous apprend des choses qui, pour la plupart, ça sert à que dalle. Ça sert à rien. C'est juste pour nous conditionner à devenir un bon petit salarié et à devenir un bon maillon du système. Donc l'école, c'est bien pour apprendre des choses, pour proposer un certain cadre. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi en sortir, quoi. Casser ces codes-là, déformater ce sur quoi on a été formaté. Pourrais-tu nous partager l'un de tes plus grands échecs? Ouais, bon, en fait, si tu veux, bah moi j'ai du mal avec ce mot-clé échec. Échec, bah c'est ce que j'ai mis en place qui n'a pas marché. Et en fait, ce que j'ai mis en place qui n'a pas marché m'a permis mes réussites de mettre en place des choses qui marchent. Donc, si tu veux, pour moi, tu sais, ce côté un peu binaire, échec versus réussite, c'est pas quelque chose qui me parle. Je te donne un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré une entrepreneuse. Elle a monté sa startup et tout, et malheureusement, le marché n'était pas favorable, le time to market, c'était pas le bon moment, etc. Donc, son projet, c'est malheureusement fini. Et là, bon, bah, entre-temps, elle a développé, elle a fait du consulting. Et elle m'a dit que ses investisseurs, en fait, s'arrêtent pas de la tanner à lui dire, bon, bah, c'est quand que tu relances un projet? Nous, on met des billets. Ils savent même pas quel est son prochain projet. Elle en a même pas. Elle a même pas encore une idée de notre projet. Et ça, c'est vraiment l'esprit un peu à l'américaine. J'aime beaucoup. C'est en mode, ah ouais, tu t'es planté 3 fois? Bah, génial. Tu vas pas te planter une 4e fois. Alors que tu vois, en France, on en parlait tout à l'heure avec Tapi ou autre. Ah, t'as fait une faillite. Ah, bah, t'as pas réussi. En France, l'échec, il est mal vu. Je trouve ça vraiment bête. Parce que
Il y a que ceux qui ne font rien qui ne ratent jamais. Ouais. Et pour moi, l'échec fait partie du process de réussite. Nous, on est chez la mine avec mon associé, et même chez Tyrock avec mes deux associés, on est vraiment nous en mode test and learn. C'est-à-dire que on n'a pas les réponses, on va les trouver en marchant. Et je te donne une autre phrase que je donne souvent. Tu vois, des fois, j'ai des porteurs de projets ou ça peut être des stagiaires qui sont là en mode oui, mais Romain, je commence par quoi, je fais comment, etc. Et une phrase que j'aime bien donner, c'est un con qui marche ira toujours plus loin qu'un esprit brillant qui reste assis. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être là à théoriser. Oui, je vais faire un business plan, je vais faire un machin. Mais vas-y, quoi. Lève-toi de ton fauteuil, va à la rencontre du marché, va te rendre compte de ce qui se passe. Donc, pour moi, échec, réussite, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Tu as les réussites de tes échecs. Tu vois, quelque part, allez, je vais dire, le plus gros échec de ma vie, ça serait peut-être de ne pas avoir réussi à changer le milieu de la santé. Parce que pour moi, si je suis parti du milieu de la santé, c'est un échec. Parce que j'étais pas que personnel. Tu vois, c'est peut-être un échec, même limite au niveau de l'État français, tu vois. C'est que j'étais plus capable de soigner les gens correctement. Donc pour moi, c'est un échec. Mais du coup, qu'est-ce que je vais en faire, à ton avis? C'est que tôt ou tard, je sais pas encore comment, je sais pas encore quand, mais j'ai toujours ça dans le fond, dans un coin de ma tête. Si le jour où j'arrive à développer une startup ou un projet pour pouvoir améliorer la qualité de prise en soins à l'hôpital, etc., bah, je reviendrai dans le milieu de la santé par la grande porte. Et donc, j'aurais transformé un échec, entre guillemets, en réussite. Ouais. Et comme Mandela le disait, bon, soit on ne perd jamais. Soit je perds, Soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, je gagne, soit j'apprends. Donc, Exactement. effectivement, les échecs peuvent être aussi considérés comme des réussites. Et c'est ça le problème avec la France, c'est qu'on a trop tendance à dévaloriser ces échecs, tandis qu'aux États-Unis, plus tu échoues, limite, t'es même encore mieux T'es mieux vu. C'est ça. Et puis, tu vois, mon profil, ça interpelle pas mal de monde. Tu vois, des fois, ils me disent ouais, mais un infirmier, machin, ça n'a rien à voir. Tu vas avoir des anglo-saxons, mais eux, ça les fait marrer. Ah ouais, t'es plombier, tu crées des fusées spatiales. Bah, génial, ça m'intéresse, je suis curieux. Alors qu'en France, bah, il est où ton diplôme et il est où machin. C'est vrai que les choses sont. La mentalité est quand même assez différente. Après, les choses sont en train de changer. Il y a quand même de plus en plus de profils un peu atypiques qui commencent à ressortir. Et je trouve que c'est positif. Mais si tu veux, je pense que la vision, elle est mauvaise. La vie est une formation continue. Point. Si on prend un peu de la hauteur, quand tu regardes, bah, quand j'étais obligé de gérer 2 réanimations, avec 3 transfusions sanguines, avec un bloc opératoire qui revenait, bah, j'avais une capacité d'organisation. Aujourd'hui, je te montrerai mon planning. Bah, les capacités d'organisation que j'ai développées en tant qu'infirmier dans le monde de la santé, bah, je les redresse aujourd'hui. Quand tu es capable d'avoir une communication qualitative avec une personne qui est littéralement en train de mourir, mais en train de mourir, non, soins palliatifs, est en train de mourir, et tu arrives à trouver une communication de qualité, le jour où tu es avec un prospect, ou tu es avec un entrepreneur, ou avec quelqu'un, un opinion leader, c'est quelqu'un qui pèse, entre guillemets, ouais. En quoi tu as peur de lui parler si tu as su parler avec quelqu'un qui est en train de mourir. En fait, finalement, quelque part, tout ce qui est les soft skills, tu vois, toutes ces compétences humaines, etc., cette capacité de curiosité, en fait, tout ça, finalement, c'est des compétences que je réemploie largement aujourd'hui dans mon entrepreneuriat. Après, effectivement, si on parle de hard skills, des compétences dures, bah oui, techniquement, aujourd'hui, avoir appris à poser des seringues, ça ne sert plus à rien. Là-dessus, oui, bête et méchant, teubé, oui, infirmier, entrepreneur, rien à voir. Par contre, si on prend de la hauteur, eh ben, la vie est une formation continue, life is a game. Mais bien sûr qu'il y a tellement de choses que je réutilise aujourd'hui, que j'ai appris dans le milieu de la santé. Et que, bah, finalement, il y a énormément de ponts entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Bon, bien sûr, je réanime plus personne à terre. Non, mais ça, factuellement. Ouais. Et des fois, j'ai des potes qui se marrent en disant bon, bah, Romain, c'est pas grave, s'il y a un arrêt cardiaque, au moins, tu peux nous sauver. Oui, mais ça reste réducteur de dire ça. Par contre, de se dire que tu as développé tout un tas de compétences pour t'organiser, des compétences humaines, etc., bah, bien sûr que ça me sert aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vois, je fais un autre pont. Je pose souvent la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence? Ou quelles sont les intelligences? Si tu parles d'intelligence humaine, tu as la capacité à, par exemple, tu as ton pote, il fait semblant que tout va bien, il dit à tout le monde que tout va bien, personne ne s'intéresse, et toi, tu dis, ah,
tiens, il y a un truc qui va pas vraiment, et tu vas gratter. Et là, ton pote, à un moment donné, il va pleurer dans tes bras, il va se dire, bah oui, t'as cerné que ça n'allait pas bien et t'es le seul. Ça, c'est quand même une sacrée compétence. C'est ce qui est très, très, très valable. Enfin, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Pourtant, tu vois, dans la société, c'est pas une compétence qui est forcément valorisable. Ouais. Celui qui arrive le lundi matin au bureau, comme ça, tu vois, t'as l'impression que c'est un télétubbies. Ouais, tu veux un café, machin, il est de bonne humeur. Mais ça a vachement de valeur aussi dans une boîte, ça. Pourtant, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est pas une compétence commerciale, machin, c'est pas dans une case. Pour autant, tu prends quelqu'un comme ça qui arrive avec de la bonne humeur au boulot, bah, je peux te dire que tout le monde est plus productif, que ton chiffre d'affaires il est meilleur, etc. Et je peux te dire que ça a de la valeur. Donc moi, tu vois, c'est vraiment la question de quelles intelligences finalement. Et moi, je m'accorde beaucoup plus d'importance à quelqu'un qui a très peu de compétences dures, mais qui a la dalle, qui est curieux, qui écoute, qui pose des questions, qui se remet en question, etc. Mais il va avoir une marge de progression exponentielle. Versus quelqu'un qui arrive en me disant oui, mais ça je sais déjà, machin, moi je sais déjà. En fait, cette personne-là, en fait, sa capacité, sa marge de progression, elle est finalement limitée. Ouais. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, au sens large du terme, c'est vraiment le potentiel des humains et non pas forcément ce qu'ils savent faire aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, tu as multiples activités. Tu nous as tout expliqué, tu nous as tout déballé au tout début. Comment tu fais pour tout gérer? Parce qu'au final, tu restes un humain. Comment tu fais concrètement? Ben, c'est une vraie question. Moi, il faut savoir, à la base, je suis un mec bordélique. Vraiment, hein, je suis très bordélique. J'aime bien m'organiser à ma façon. Ça a toujours été comme ça. Et je m'en suis toujours sorti comme ça. Tu vois, quand j'étais même à l'école, il y avait un mémoire à faire, j'avais un nom à le faire. Je le faisais en 48 heures, tu vois. Bon, s'il y a mes anciennes quêtes de santé, je suis armé, maintenant vous le savez, je suis bon mémoire en 48 heures. Et bref, j'ai réussi, j'avais 17, tout va bien. Mais l'entrepreneuriat, c'est plus pareil. Tu vois, de la même manière, tu vois, t'es pas salarié, t'as personne sur qui compter à part toi-même, donc il faut s'organiser. Et donc, là-dessus, moi, j'ai un coach. D'ailleurs, mon coach qui est aussi le père de mon associé, qui est un coach pour entrepreneurs. Je le paye pour qu'il me tabasse, en gros. C'est-à-dire, il me challenge sur mes camemberts. Donc, c'est-à-dire, combien d'heures tu mets pour telle activité, combien d'heures tu mets dessus ça, combien d'heures dans la semaine je mets pour ma vie sociale, pour ma vie sentimentale, combien de temps je mets pour mes différentes choses que je suis obligé de faire dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai tout segmenté. J'ai tout segmenté comme ça. Et du coup, j'ai des plages de temps où je dois faire ça, j'ai des plages de temps où je fais autre chose. Et j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est méthode agile, c'est-à-dire, j'arrive le matin, je discute avec mon associé, bon, il y a quoi? Il y a ça, il y a ça. On va utiliser des matrices comme la matrice d'Eisenhower, je sais pas si tu connais, important, urgent, non important, non urgent. Et donc, on va dispatcher ça. On va se dire, bon, ça, on le verra plus tard, ça, on va le faire maintenant. Et du coup, c'est vraiment, entre guillemets, un travail d'équilibriste permanent. Et tu vois, là, par exemple, là, aujourd'hui, là, je suis en podcast. Je l'ai mis dans ma case, un peu, entre guillemets, network et visibilité. Donc, je sais que là, j'ai une partie de mon temps qui est à ça. Après, imaginons, je vais me retrouver en événement où je vais faire une conférence. Je vais me retrouver 3 à 4 jours où je vais faire masse de networking, mais je vais pas avancer sur ma gestion de projet, je vais pas avancer assez sur mes clients, etc. Du coup, je vais surcompenser. C'est-à-dire, du coup, sur les 2-3 semaines à venir, je vais faire moins de networking et je vais être plus focus sur les clients. L'idée, c'est de se dire, d'avoir un cap, tu as ta ligne de mire, ou tu en as plusieurs, et qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? C'est vraiment de la gestion de projet pure et dure. Et du coup, par rapport à ça, tu fais après des rétro-planning, des rétrospectives. Ok, j'ai mis ça en place, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné comme efficacité? Et après, tu juges ce que tu as fait avant et après, tu te réadaptes par rapport à après. Donc, c'est vraiment tout le temps de la gymnastique. Parce que clairement, comme tout le monde, hein, mes journées font 24 heures. Et avec toutes mes activités, effectivement, comment je m'en sors? C'est ça, en fait, discipline. Vraiment, je vais pas dire que c'est militaire, hein, mais quasi. Tu vois, il y a des moments donnés, par exemple, je vais répondre à mes messageries LinkedIn parce que j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de messages. Je fous mon casque sur mes oreilles, je mets de la musique deep work et je me mets en mode moine. Mon téléphone, il est posé là. C'est impossible. Je suis injoignable, à moins que ma maison elle brûle ou autre. J'ai coupé toutes les notifications. Je me mets en mode 1 heure en monk mode et je tabasse une activité. Parce qu'en fait, on croit, et moi je croyais aussi naïvement, qu'on est multitâche.
Personne n'est multitâche, ça n'existe pas. Même ta femme, si elle te dit qu'elle est multitâche, bon, elles le font mieux que nous en général, mais multitâche, ça n'existe pas. On perd énormément d'efficacité, de productivité quand on fait plein de tâches à la fois. Et moi, je me rassure moi en me disant, mais moi, je suis différent. Je suis pas différent des autres, c'est les neurosciences qui le prouvent. Ce qui marche bien, c'est de segmenter tout ce que tu as à faire dans différentes sous-tâches. Et en fait, du coup, ça te paraît aussi beaucoup plus facile. Tu sais, si tu dois franchir l'Everest, tu vas aller à l'Everest. Bah, commence par aller à la première base à 1000 km, à 1000 mètres de hauteur, puis c'est la 2000, puis c'est la 3000, puis machin. Et effectivement, si tu fais de tout d'un seul coup pour aller à l'Everest, c'est compliqué. Par contre, si tu as découpé toutes les tâches pour aller jusque l'Everest, je dois préparer mon sac en avant, je dois faire ça, je dois aller à telle base, etc. Ça paraît beaucoup plus facile. Et donc, moi, effectivement, ce que j'ai mis en place, c'est un coaching où j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient me challenger sur mon organisation, mon mindset, sur mon énergie, sur tout un tas de choses, sur tous ces sujets. Et on a mis en place aussi des outils, nous, en interne, pour pouvoir piloter ça. Et donc, du coup, tu m'as fait une passe décisive sans le savoir. On est en train de développer un produit qui s'appelle Human Map. Okay. Donc, c'est un jeu de mots entre human, l'humain, et mind map, la carte mentale. En fait, ça vient d'un problème à nous. Comment on s'organise? Comment tu te rappelles de l'anniversaire de tes proches? Comment tu gères ton CRM, donc tes clients? Comment tu gères ton temps? C'est compliqué. On n'a pas ça n'existe pas aujourd'hui vraiment d'un outil pour piloter sa vie. Et du coup, on est en train de le développer. Ok. Donc, tout en un. L'idée, c'est que tu puisses avoir une partie sur la spiritualité, une partie sur les livres que tu lis, une partie pour te rappeler l'anniversaire de tes proches, une partie pour gérer tes clients. En fait, en gros, c'est que tu es ton dashboard, ton outil de pilotage de ta propre vie. Et tous les jours, par exemple, tu pourras te mettre tes propres notes. Par exemple, là, aujourd'hui, en social, je peux mettre 8. Par exemple, bon, la journée n'est pas finie, mais je peux mettre 8 parce qu'on a échangé, on a discuté avant le podcast. On va se boire un petit café après le podcast. Donc, aujourd'hui, humainement, j'ai fait des échanges humains. Demain, je sais que j'ai une journée, je ne vais pas rentrer au monde, je vais peut-être mettre 3 ou 4. Et du coup, je vais noter ma propre vie pour avoir vraiment, finalement, un avis objectif presque sur mon mindset, sur comment je suis. On va se noter aussi à la fin de la journée, aujourd'hui, quel est mon niveau de satisfaction de ma propre vie. Et donc, l'idée, c'est un peu comme, je sais pas si tu vois un peu le jeu vidéo des Sims. Vite fait. Tu sais, c'est un jeu où t'as ton propre avatar virtuel et tu peux développer de la cuisine, des machins, etc. Mais c'est un peu ça qu'on a voulu remettre dans la vraie vie. C'est-à-dire vraiment avoir la possibilité de, quasiment objectivement, de pouvoir piloter et noter un petit peu ce que tu mets dans ta vie. Vous comptez intégrer l'IA, l'intelligence artificielle là-dedans? Ouais, c'est dans les bacs. On va déjà passer sur une V1 qui soit efficace, mais à terme, on aimerait bien mettre ça en place, et mettre de l'automatisation et intégrer ça sur d'autres plateformes. Et toi, que penses-tu de l'intelligence artificielle? Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas né d'hier. Déjà, c'est la conférence c'est une conférence de Dartmouth, si ma mémoire est bonne, que l'intelligence artificielle est devenue un vrai sujet il y a de ça déjà pas mal d'années. L'intelligence artificielle, en fait, elle était déjà présente dans nos vies. Quand tu utilises la reconnaissance faciale, quand tu utilises la géolocalisation, c'est de l'IA. Dans les bagnoles, on a été ça pour s'organiser, c'est de l'IA. Pour plein de choses, en fait, l'IA était déjà présente. Donc, il faut dire une chose, c'est que l'IA était déjà là. Moi, ce que je pense vraiment de l'IA aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai shift, un vrai cas de conscience, vraiment même limite sociologique, où aujourd'hui l'IA permet d'accélérer énormément les compétences, gagner du temps, être beaucoup plus efficient. Mais en même temps, ça soulève des gros enjeux et qui me font aussi peur. C'est-à-dire que les IA, donc les LMM, donc les outils qui tournent via l'IA, ils sont nourris avec de la data, avec de l'information. Et du coup, si on est dans un monde où déjà qu'aujourd'hui les gens se posent pas de questions, ils regardent la télé, BFM TV, ils y croient. Vu à la TV, j'ai vu à la télé, j'y crois. Tu vois, les gens n'ont pas d'esprit critique. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans un monde où en fait ceux qui contrôlent du coup entre guillemets comment on nourrit les datas dans l'IA, en fait, tu pourras très bien contrôler aussi la façon de penser des gens. Ouais. On pourrait avoir des dérives. Tu vois, si à un moment donné, imaginons,
on est en plein en ce moment là, là aujourd'hui c'est le jour, il y a des élections, etc. Imagine, tu mets plein de data dans un sujet sur l'IA et du coup on reprend ces data en bout de course. En fait, ça peut impacter énormément. Je vais donner un cas d'usage qui est impactant et qui est aussi pour moi une des craintes à avoir. Imaginons par exemple on développe une IA pour les policiers, pour mieux gérer leurs interventions, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer la data déjà existante. Data existante, ils vont dire, à l'île Sud, il y a beaucoup de cambriolages, de machins à Roubaix, et il y en a un peu, par exemple, sur un tel ou tel quartier d'Oisem, par exemple. Je m'en fous, j'ai un quartier comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va nourrir l'IA avec ces data. Du coup, quand les policiers vont aller interroger cette data pour leur demander où est-ce que je dois aller intervenir en prévention pour éviter des crimes et des délits, il va aller là où on l'a déjà nourri de data. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller plus contrôler à l'île Sud. Comme ils vont plus contrôler, il y aura plus, ils vont factuellement plus voir de délinquance et d'incarcération. Ouais. Du coup, la data, elle va renourrir l'IA en disant fallait plus à l'île Sud. Et tu peux te retrouver jusqu'à un moment donné où tu peux avoir entre guillemets des biais cognitifs, où en fait finalement l'IA va juste reproduire les mêmes biais cognitifs que l'humain. Et du coup, tu peux te retrouver entre guillemets avec une IA qui est raciste. Entre guillemets, c'est pas l'IA qui est raciste. C'est le biais cognitif de l'IA par rapport aux data qu'on lui a données. De la même manière, si on donne à ces IA une data comme quoi, les femmes, ça fait le ménage. Et la vaisselle. Et les hommes, ça entreprend. Si t'es une femme et que tu poses une question à l'IA sur comment entreprendre, l'IA va peut-être dire, non, fais le ménage. Parce qu'on l'a nourri comme ça, sur l'IA. Elle aura un avis biaisé. Tu vois, c'est ça. Mais il faut dire une chose, c'est que les IA ont quand même été créés par des humains, premièrement. Donc, ça reste quand même, à la base, il y a quand même de l'humain. Et de la manière qu'ils utilisent, à la fin, c'est de l'humain. Mais est-ce que ça te fait peur dans le sens où ça pourrait te remplacer? Non. Alors, moi, non. Parce que je l'espère pas. Et je vais te répéter ce que j'ai dit dans une conférence il y a pas longtemps dans une école supérieure. Ceux qui pensent que l'IA va les remplacer, désolé, vous allez être remplacés. Ben oui. Parce que vous n'avez pas suffisamment de compétences aujourd'hui sur le marché du travail pour vous défendre. Donc oui, vous allez être remplacés. Ceux qui pensent que l'IA va les aider à être plus efficaces, plus rapides, pourquoi pas justement pour permettre de baisser leurs tarifs, vu qu'ils ont moins de temps pour travailler, ceux-là, ils ne seront pas remplacés. Bien au contraire. Ceux-là utiliseront l'IA à bon escient. Ce que je rappelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, le monde est un village. Si tu es une agence de marketing, ton agence de marketing, elle va être en concurrence avec un Népalais, avec un Colombien, avec un Vénézuélien, des agences de développement, tu vois, des devs. Si tu as une agence de dev, une entreprise de numérique à Lille, par exemple, ta boîte, tu peux très bien être sur le même deal qu'une boîte qui est basée à Madagascar. En Inde, tout ça. Ou en Inde, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, et du coup, je reviens à la réponse, c'est qu'aujourd'hui, le monde des monotâches est fini. La monocompétence, aujourd'hui, t'es disrupté par le marché. Tu peux plus. Les techs, par exemple, les devs, etc., ont besoin de compétences business, marketing, sales. Ils n'ont pas besoin de devenir des experts en marketing, mais ils ont besoin minimum de comprendre ce que c'est. Quand tu es dans le marketing, la vente, etc., tu es obligé de comprendre comment fonctionne la tech, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut créer plus de liens entre les différents pôles. Même si tu es, toi, directeur commercial ou tu es commercial, intéresse-toi à celui qui est au marketing, et intéresse-toi à celui qui est au stock. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans un monde ultra concurrentiel, au plus tu as des compétences qui sont transversales et variées, au plus tu peux être intéressant pour une entreprise. Donc, non, je ne serais pas remplacé. Pour te répondre. Bien répondu. Et comment tu t'en sers, toi, au quotidien? Si tu peux même peut-être donner des noms comme ChatGPT. Moi, forcément, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Je l'utilise pour prompter, je crée mes propres agents. J'utilise pas mal, moi, la rédaction de contenu. Parce que je rédige pas mal de contenu sur LinkedIn principalement depuis pas mal d'années. Et ça me prend un temps fou. Et du coup, maintenant, grâce à l'IA, je gagne énormément de temps. Il y a un outil que j'ai testé il y a pas longtemps qui s'appelle redactai.io, qui arrive même à reprendre quasiment ma propre plume. Et après, ce que j'explique aussi souvent, c'est faut pas utiliser bêtement des outils intelligents.
C'est-à-dire que moi, je reprends toujours derrière la main, je retouche, je remets ma propre main, etc. Donc, Donc, je repasse. je repasse toujours, donc j'utilise pour la réalisation de contenu. Je vais l'utiliser pour challenger des prévisionnels financiers, par exemple, pour des business plans, pour des business models. Tout récemment aussi, j'utilise pas mal l'IA aussi pour définir des personas. Donc typiquement, bon bah tu veux aller faire de la prospection, quelle cible tu vas faire, comment ils réfléchissent, quelles sont leurs craintes, tu vois, travailler sur le SWOT, etc. Vraiment travailler sur, tu vois, toute l'architecture de ton buyer persona. Donc j'utilise là-dessus. Et après, en fait, moi c'est vraiment en mode j'ai un problème, je trouve des solutions. Donc je peux te donner plein d'autres cas d'usage, mais voilà un petit peu. J'utilise aussi l'IA pour faire des plaquettes commerciales, par exemple. L'IA générative pour les images. Pour les images, j'utilise aussi pas mal, ouais. Les plaquettes commerciales, franchement, j'utilise un outil qui est génial. J'ai invité à utiliser, c'est gamma.app, ga2ma.app. Ça, c'est un outil génial pour tout ce qui est créer genre des PowerPoint, des plaquettes commerciales, ou même des cours. De la même manière, les cours que je donne en école supérieure. D'ailleurs, ça s'appelle Inception. Je donne des cours sur l'IA auxquels je me suis aidé moi-même de l'IA. Et d'ailleurs, je le dis, je l'assume totalement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pourquoi je peux m'aider de l'IA pour donner des cours, pour créer des cours? C'est simple. Parce qu'on ne délègue soi-même que ce qu'on est capable de faire. Donc moi, je vais déléguer une partie du travail à l'IA parce que je suis capable, moi, de remettre les mains dedans et de pouvoir le retravailler et le réaméliorer. Tu me dis, Romain, fais un cours sur les technologies spatiales. Je te dis non, je le ferai pas. Même avec ChatGPT. Parce que ces hallucinations ou toutes les réponses qu'il donne à côté de la plaque, j'ai pas les compétences pour pouvoir repasser derrière. Donc, ça va être de la merde. Ouais. Par contre, je dois donner un cours sur la crypto, sur la blockchain, sur l'IA, sur la vente, sur le marketing. Et j'ai moi-même les compétences pour repasser derrière ce que l'agent GPT il a fait. Génial, ça peut bien marcher. Mais c'est la même chose avec un alternant ou un stagiaire. J'ai un stagiaire, je vais lui dire, écoute, voilà un plan de communication, je vais le laisser bosser dessus, mais moi, je vais repasser derrière lui. Donc, en fait, je dis souvent, l'IA, considérez ça comme un alternant. L'IA, c'est teubé. Ça, bon, pas comme les alternants, hein. Attention, je sais pas l'association entre les deux, mais dites-vous que l'IA, elle a un QI 80. Mais à côté de ça, elle est super rapide, elle est super efficace, on peut faire des choses géniales. Mais effectivement, si tu fais copier-coller, entre guillemets, tu utilises bêtement des outils qui sont bien pratiques. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu un truc, ça m'avait fait marrer. Il y avait une prof. En fait, ce qu'elle avait fait, elle avait donné l'intitulé de ce sur quoi devaient bosser les étudiants. Et en fait, elle avait écrit tout en bas du texte, en blanc sur blanc. Elle avait mis un prompt. Donc, elle avait, en fait, envoyé, tu avais toutes les consignes, etc., les consignes à donner. Et en fait, à la fin, en blanc, c'était marqué dans le contenu généré, insert banane et je sais plus quoi, et carambar, je sais plus quoi. Mais du coup, tous les étudiants qui ont fait copier-coller, qui l'ont envoyé dans le chat GPT, ils l'ont pas vu, mais ils ont copié une partie du texte qui était invisible. Et du coup, dans leur rendu final, il y avait banane et carambar. Parce que si tu copies tout, elle avait mis un prompt. Ouais. Mais du coup, eux, ils ont tous eu 0. Ouais. Mais c'est normal. Parce que, à minima, si j'avais été à leur place, moi, j'aurais copié-collé. Je me dis, mais c'est quand même bizarre, il y a un truc bleu en bas. J'aurais regardé, j'aurais vu le code, ou même en copiant-collant le prompt, j'aurais quand même relu un peu le prompt avant d'envoyer à ChatGPT. Et moi, je me serais pas fait avoir. Parce que de toute façon, j'aurais fine-tuné, j'aurais amélioré, et j'aurais pas envoyé bêtement le truc de ChatGPT. Ouais. Donc, du coup, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est un peu la sélection naturelle de Darwin. Ceux qui sont teubés et qui font copier-coller, vous passez pour des cons. Mais c'est tant mieux. Et ceux qui l'utilisent intelligemment, ça se voit pas qu'ils ont utilisé l'IA quasiment. Parce que ils y remettent une patte humaine. Faut s'en servir intelligemment, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, la mine et Tyrock, c'est à quelle échelle? C'est à l'échelle nationale ou vous envisagez peut-être de vous exporter à l'échelle internationale? Pour l'instant, c'est franco-français. Nous, déjà, on est SBF. C'est-à-dire sans bureau fixe. On n'a pas besoin de bureau. Ça correspond pas à notre réalité. Tu vois, c'est en ligne.
Ouais, c'est ça. Entre associés, on se voit en visio. Des fois, on se voit. Il faut se voir. Faut faire des team building. Pareil, ça m'arrive de rencontrer des clients ou des partenaires dans des événements, tout ça. Donc, enfin, le présentiel, c'est important. Mais notre réalité, c'est qu'on bouge beaucoup. Là, tu vois, j'étais à Montpellier il y a de ça quelques temps. Je vais encore rebouger cet été. Donc, aujourd'hui, nous, avoir des bureaux physiques, en tout cas, c'est pas notre réalité. Par contre, effectivement, notre marché, que ça soit sur la mine ou sur Tyrock, il est clairement français. Sur la mine, nous aujourd'hui, on préfère quand même travailler avec des francophones parce qu'au niveau culture ou autre, on se reprend mieux et ça marche mieux. Donc, on va pas chercher aujourd'hui le marché international. Je te dis ça, dans 6 mois, dans un an, ça peut changer. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un marché franco-français. On accompagne des startups, des PME vraiment françaises. Donc ça, pour l'instant, ça bouge pas. Et sur Tyrock, de la même manière, on veut d'abord attaquer le marché français. Une fois déjà révolutionner le monde de l'immobilier en France, c'est déjà un sacré morceau. Et après, on ira de part. Moi, j'ai plus cette stratégie un peu de l'escargot en mode déjà, Lentement, mais sûrement. ouais, déjà prouve des petites choses, puis des moyennes choses, puis après tu vas plus loin. Donc aujourd'hui, le marché français, ça nous va très bien. Et avec Tyrock, vous avez déjà réussi à acheter des biens? Non, Non, enfin aujourd'hui, au niveau de la roadmap, donc de là où on est sur Tyrock, les statuts ont été lancés, on a fait tout le travail juridique en amont, on a discuté avec différents partenaires potentiels. Mais là aujourd'hui, on n'est pas live, c'est-à-dire on y va pas à pas. Tu vois, c'est un projet RSE, donc c'est un projet à impact, c'est un projet pour changer les choses. Tu me dis, Romain, viens, j'ai investi 3 millions dedans, je te prends 3 pour 30% de tes parts. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser entre guillemets, léguer à la société un projet qui a contribué à rendre ce monde meilleur. Donc, on y va, j'ai envie de dire, tranquillement. On est en train de voir un petit peu quand est-ce qu'on va faire notre POC. Donc, c'est quoi un POC? la POC, c'est la preuve de concept. C'est en mode montrer que ça marche. Donc, on est en train de discuter avec différents interlocuteurs, de voir un petit peu comment on va faire ça. Une fois qu'on a prouvé qu'on est capable de financer un bien de cette manière-là, on aura fait notre POC. Après, on pourra avancer sur notre MVP, sur notre produit minimum viable. Et là, on pourra attaquer le marché un peu plus en profondeur. Mais moi, j'ai vraiment... pourtant, j'ai beaucoup d'énergie, hein, j'aime bien aller dans tous les sens. Mais moi, dans le business, tu vois, je suis vraiment bon père de famille, en mode, écoute, on veut changer le monde, c'est OK, mais on y va marche après marche. Tu emploies des termes managériels américains, là, parce que MVP, ça vous refait penser à Lean Startup. Ouais, nous, on est très branché Lean Startup. Donc, je reprends aussi pour nos éditeurs. Donc, MVP, c'est le produit minimum viable. Donc, désolé pour l'accent anglais, c'est Minimum Viable Product. Exact. Donc, en gros, c'est ça fonctionne avec 3 bouts de scotch, mais ça fonctionne. Et après, une fois que tu as réussi à faire fonctionner avec 3 bouts de scotch en mode manuel, tu vas effectivement aller un peu plus en détail. Et donc, nous, on est très branché Lean Startup. En mode Lean Startup, c'est minimum d'action humaine, minimum de moyens humains et financiers, maximum de résultats. Et là, aujourd'hui, de toute façon, c'est aussi une réalité du côté des startups. L'argent gratuit n'existe plus. On a la banque centrale, les banques centrales qui ont resserré les taux directeurs, donc on arrête d'imprimer de l'argent gratuit. Donc, résultat, les fonds d'investissement, ils ont de moins en moins d'argent. C'est compliqué de lever de l'argent. Là où Uber, ils avaient mis 10 ans pour être rentable à l'époque, aujourd'hui, c'est plus possible. Maintenant, la plupart des investisseurs, des business angels, des VC, des venture capitaux, des fonds d'investissement, etc., leur enjeu, c'est l'attraction. Tu fais combien d'argent? Combien tu vas en faire plus tard? Ou combien tu as de communauté? Ou quand est-ce que tu es rentable? Ou quand est-ce que... Voilà, ouais. C'est ça l'enjeu. Donc, tu vois, les business models où je vais relever 2 millions d'euros, puis 3 millions d'euros, et Inch'Allah, un jour, on est rentable, c'est plus possible. Et je trouve ça bien, quelque part. Parce que ça oblige, finalement, un certain devoir de rigueur aux start-upers. Et donc, nous, on a ces valeurs-là, et chez la mine, quand on accompagne des entrepreneurs, et chez Tyrock, dans notre façon de nous développer. Clairement. Et d'où est venue cette idée de Tyrock? Alors, rendons à César ce qui est à César, ce n'est pas la mienne. C'est l'idée de Fabien Daron, qui est notre cofondateur. Et en fait, lui, tu vois, il y a un parcours des commercial dans la cyber, etc. Et à un moment donné, il s'est posé chez lui et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, tu vois, il était un peu trop dans le coton dans ce qu'il faisait. Il s'est dit,
Tu vois, il voulait un peu bousculer le monde. Il s'est dit, voilà, je vais apporter quelque chose dans ce monde-là. Et lui était passionné de la crypto-monnaie sur les pools de liquidité, avec Compound, etc. Et il trouvait ça génial, c'était ce côté où en mode tu mets de l'argent, tu peux reprêter, etc. Et tu n'as pas mal le système des banques. Et donc, c'est de là qu'est venue un petit peu l'idée, en se disant, il voulait remettre un petit peu ce concept de pool de liquidité dans la DeFi, la finance décentralisée, et dans la vraie vie. Et du coup, c'est un peu de là qu'a émergé le concept. Et du coup, après, on a creusé un petit peu l'idée, est-ce qu'on peut se prêter de l'argent les uns les autres? Dans quel cadre légal on peut mettre les choses? Et du coup, il est venu nous voir, avec son projet en tête, côté la mine. Et projet impact, ça nous plaît, Eloi et moi-même. Et puis, au départ, nous, on devait closer une deal. C'est-à-dire, on devait l'accompagner, lui envoyer notre proposition, et puis il était chaud là-dessus. Et puis, il nous a eu un petit peu aux émotions, en disant, mais les mecs, vous-même, vous êtes entrepreneurs. Aujourd'hui, les banques auront du mal à vous prêter de l'argent. Vous êtes mes premiers clients, entre guillemets. Et est-ce que ça vous dit pas de rejoindre l'aventure, puis venez, on change le monde ensemble. Et puis, finalement, on l'a accepté. Et... Il a bien pitché. Comment? Il a bien su pitcher le projet. C'est ça, il nous a touché dans nos émotions, il nous a touché au cœur. Et moi, c'est un projet qui change la vie des gens au sens propre du terme. Des gens qui ne pourraient pas être propriétaires de leurs biens immobiliers, ils vont pouvoir l'être. Donc moi, c'est un projet qui m'a parlé, et Eloi aussi. Et donc du coup, au lieu de lui envoyer une proposition, c'est lui qui nous en a fait une en mode, voilà, autant de parts sociales. On a trouvé un accord et on a rejoint cette aventure. Ah, c'est vraiment sympa. Je vais vite fait revenir sur le sujet des cryptos. Ouais. J'avais une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique? On va remettre un pavé dans la mare, hein, c'est reparti. L'euro est déjà numérique. D'accord? L'euro est déjà numérique. Parce que déjà, de fait, aujourd'hui, l'argent, la plupart de l'argent, il est scriptural. C'est-à-dire, c'est des lignes de code. C'est des bouts de chiffres qui sont quelque part sur l'ordinateur. Mais l'euro, la plupart aujourd'hui, il est déjà numérique. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, ça sert à rien. L'euro numérique ne sert à rien. La seule chose auquel il va servir, c'est quoi? C'est que, en fait, on va pouvoir, en fait, si tu es un bon ou si tu es un mauvais citoyen, entre guillemets, hein, on va pouvoir effacer carrément ton argent. Et moi, en fait, ça me fait vraiment peur sur la partie centralisation. Parce que si demain, un État ou un organisme centralisé ou autre, il peut tout effacer du jour au lendemain mon argent, moi, ça me pose une vraie crainte. Autrement, autre chose, imaginons, moi, j'aime bien la bière. Bon, ça se voit, hein. On va pas se mentir. Demain, il y ait cette data que je vais trop souvent boire de la bière et que cette information, cette data se retrouve auprès de ma mutuelle qui me fait doubler mon prix de mutuelle. Moi, ça me pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà que la plupart du temps, nos datas sont pas sécurisées, même l'État lui-même est en difficulté de sécuriser nos propres informations. Tu vois, tu as des fils de data de la Sécu ou autre. Je n'ai même pas confiance dans l'État pour stocker mes informations de sécu, etc. Je n'ai pas confiance. Et c'est normal que je n'ai pas confiance. Parce que, comment dirais-je, je n'ai pas confiance dans tout ce qui est centralisé. J'ai rien contre l'État en tant que ce qu'il représente. Ouais. Mais qu'est-ce que je sais de qui est derrière cet État? De quels sont les pouvoirs qui ont derrière? De la même manière, quand les banques, etc., tous ces systèmes-là, je ne sais pas à qui profite le crime. Je ne sais pas quel est l'intérêt qu'ils ont derrière. Moi, par définition, j'ai pas confiance dans les systèmes centralisés. Donc, moi, j'ai peur que demain, ce que je fais de ma vie soit dans un endroit où c'est centralisé. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Et je rebondis même sur un autre sujet, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Là, avec les JO, ils sont en train de mettre des caméras à reconnaissance IA pour nous protéger, entre guillemets. Moi, j'ai toujours peur quand on me dit on fait quelque chose pour me protéger. La plupart du temps, c'est pour m'enlever des libertés. Demain, quand on sera capable de me reconnaître avec l'IA, de savoir dans quel bar je vais, chez qui je vais, comment je vis, qui je fréquente, qu'est-ce que je fais avec mon argent, moi, ça me fait peur. Parce que je me dis que finalement, en fait, on pourra me manipuler, on pourra faire des choses, on pourra avoir un contrôle sur moi. Et du coup,
Moi, j'en viens, je vais faire encore un autre parallèle avec la Chine. Avant, on disait, regardez vers les États-Unis. Ils ont 10 ans d'avance. Ce qui se passe chez eux, ça arrivera chez nous. Moi, je dis, regardons vers la Chine et ayons peur. Parce que c'est ça qui nous pend au nez. Peut-être, peut-être pas. Mais peut-être quand même. Moi, j'ai peur d'être dans un monde où si tu traverses pas au passage piéton comme il faut, bah, t'es un permis à points comme la voiture. On est déjà un peu dans le crédit social avec les permis à points. Tu vois ce que je veux dire? Et que demain, alors soi-disant, ils ont dit que non, l'euro numérique, ce sera pas possible de faire ça, etc. Mais moi, excusez-moi, j'ai le droit d'avoir peur, bah, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là et de me dire, est-ce que demain, il va y avoir des bons citoyens qui auront le droit de prendre le bus, qui auront le droit d'emprunter de l'argent, qui auront le droit de vivre normalement, et des mauvais citoyens, entre guillemets, qui bah, sont un peu têtus, qui sont peut-être un peu trop révolutionnaires, ou que sais-je, et qui vont pas dans le sens des moutons, dans le sens qu'on veut, et du coup qu'on va contrôler, etc. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Donc du coup, l'euro numérique, tout comme l'IA, enfin la blockchain, tout comme l'IA, c'est des formidables technologies, mais moi, ma crainte, c'est dans quelles mains on va les mettre. Et surtout, bah, si c'est dans des mains centralisées, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et surtout que ça aura plus son intérêt vu que de base c'était pour être décentralisé. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, l'euro numérique, bon, je te dirai jamais, j'adore. C'est pas c'est très sûr. chaud. Je suis pas très copain avec cette initiative. Clairement. Et toi, Romain, quels sont tes cryptos préférés si tu devrais faire un top 3? Un Bitcoin. Ah ouais? Obligatoire. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer moi ma façon de voir les choses. Ouais. Moi, je me dis que le Bitcoin, son prix, il est déjà élevé. Et ces différentes variations en pourcentage ne seront pas forcément importantes. Ah bah oui. C'est-à-dire que si le Bitcoin il passe de 50 à 60, on n'a pas une variation folle, tu vois. Tandis que si tu te positionnes sur des cryptos comme Solana, tu as plus de chances d'avoir un Solana qui fait 100, 200, 100, 300. Tu vois ce que je veux dire un peu? Tout dépend de ta posture. Si tu investis, c'est toujours pareil, quel est ton mindset? Si tu as 100 balles à investir, est-ce que tu investis ces 100 balles pour les récupérer dans 30 ans? Ou est-ce que c'est pour faire x2 en 2 semaines? C'est pas le même argent, c'est pas la même énergie, les mêmes réflexions que tu mets derrière. Moi, si je te dis Bitcoin, parce que si je dis Bitcoin, sauf Troisième Guerre mondiale, où il y a de fortes chances que dans 20 ans, dans 30 ans, il y a encore du Bitcoin. Et potentiellement à $1 million. Moi, je pense que de ma vie, de mon vivant, je verrai Bitcoin à $1 million. J'en suis quasi persuadé. Je sais pas quand, je sais pas comment, je suis pas marabout, mais je suis pas le seul. Il y a beaucoup d'économistes, beaucoup d'experts qui sont persuadés aussi qu'on verra le Bitcoin à $1 million. Déjà, on est quoi? On est à $60 000 là. De 60 000 à 1 million, déjà, c'est beau gosse. Et n'oubliez pas une chose, c'est que, imaginons dans ce rôle-là, j'en sais rien d'ailleurs, hein, mais imaginons on arrive à 120 000. On fait x2. Calcule combien de temps de livret A il faudrait pour faire un x2. Donc tu vois, gardons les pieds sur terre. Remettons-nous par rapport à l'économie traditionnelle. Déjà, faire un x2, c'est magnifique. Donc après, je dis, tout dépend de la thèse d'investissement. Si c'est quelqu'un qui veut faire un x2 en 6 mois, mais je lui dirais, bah, prends pas de Bitcoin. Effectivement, on va peut-être prendre des petites capitalisations et on va prendre le maximum de risques. Mais ok, toi, tu as une appétence au risque. Donc vas-y, ok. Par contre, moi, si tu me demandes la question au plus grand nombre, et là, j'ai une posture, entre guillemets, bon père de famille, oui, d'abord du Bitcoin. Je dirais même 50 à 60% de Bitcoin. Au moins, tu es sûr que bah, il existera encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En deuxième, je dirais obligatoirement Ethereum, parce que ça reste quand même l'ordinateur mondial décentralisé. On a des problématiques, effectivement, de scalabilité, des frais de transaction. Ça coûte très cher à envoyer. Etc., etc. Je suis d'accord. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste quand même la deuxième blockchain en termes d'usage et la deuxième crypto-monnaie au monde. Donc moi, je dirais quand même en deuxième Ethereum. Et allez, pour te faire plaisir, je dirais pourquoi pas la troisième Solana, parce qu'elle nous apportait pas mal de surprises. Donc je dirais, ouais, je dirais une grosse partie en Bitcoin, je dirais un deuxième bag en Ethereum et peut-être le reste en Solana. Après, on peut aller chercher un peu plus loin sur du Cosmos, tu vois, qui est quand même pas mal, du Polkadot, qui sont pas mal sur l'interopérabilité. Mais tu raisonnes en fonction de leur projet. C'est ça. Okay. Mais en vrai de vrai, si tu regardes les crypto-monnaies, le top 10 des crypto-monnaies d'il y a 10 ans, il n'y en a quasiment plus aucune. Hein. Elles sont toutes mortes, hein, les autres. Les Namecoin, les machins. Les anciens,
Tu vois, ceux qui étaient même XRP. plus early que moi. Ouais, le XRP est un de ceux qui sont quand même restés, qui ont survécu toutes ces années. Mais ceux qui sont même plus en 5 mois, qui ont commencé la crypto-monnaie en 2013, ils ont tradé des crypto-monnaies qui valent plus rien aujourd'hui. Il reste quoi? Bitcoin, Ethereum, XRP, tous les autres sont mortes. Donc, est-ce que Solana sera encore vivant dans 10 ans? Je pense, je présuppose que, vu l'usage de la communauté qu'il y a derrière, je dirais de plus en plus oui. Ça fiche trop rien. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut se dire toujours quand j'investis, c'est pour quelle raison, à quel horizon d'investissement, quelle est mon appétence au risque. Donc, moi, j'ai jamais de bonne réponse à ça. Mais effectivement, ceux qui veulent aller chercher un peu plus de volatilité, etc., je dirais pourquoi pas aller chercher sur des petites capitalisations, sur la Dépine. En ce moment, il y a pas mal de hype sur la Dépine. C'est les architectures physiques décentralisées. Donc, on a par exemple là un projet qui s'appelle, je crois que c'est le GRASS, où tu vas, par exemple, donner de la puissance de calcul de ton PC pour aller faire des calculs sur l'IA, par exemple. Donc, tu as toute cette narrative là autour des tokens IA qui est en train de se développer. Il y a aussi les RWA, les Real World Assets. Donc, tu as par exemple Ondo Finance qui te permettent de t'exposer au bond du trésor américain, donc d'aller chercher de la dette américaine. Tu peux avoir du Real IT qui permet d'avoir des pourcentages d'un bien immobilier aux États-Unis. Ouais, tout ce qui est Real World Assets, tu as aussi une grosse narrative là-dessus. Le gros avantage des Real World Assets, c'est que tu détiens vraiment quelque chose. Tu sais, tu as un vrai collatéral. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je crois pas mal sur du long terme. Mais en vrai, la vraie réponse, c'est que j'ai pas de recette magique. Ouais. Enfin, là, dans quoi il faut investir, Romain? Ben, dans vous, formez-vous. C'est la meilleure réponse que j'ai à donner. Moi, tu vois, si je te dis dans quoi il faut investir, bah, je te donne un poisson, tu vas manger une journée. Tu connais les proverbes africains, si je t'apprends à prêcher, tu mangeras toute ta vie. Je préfère encore te donner des éléments pour que tu puisses, comme là, je te donne la Dépine, je te donne les RW, et que tout à l'heure, tu dis, ah tiens, Romain, ce qu'il m'a dit, c'est intéressant, je vais intelliger c'est quoi la Dépine, c'est quoi les RW, et du coup, tu trouves par toi-même des trucs qui te plaisent. Mais ça, c'est encore beaucoup plus de valeur que je te fasse une liste de tokens. Ça vaut quoi? Ça n'a aucune valeur. Ouais. Et en plus de ça, si toi, tu te formes par toi-même, bah, tu vas y croire. Et donc, du coup, tu vas peut-être pas le revendre tout de suite, tu vas vendre une partie, etc. Et tu sais pourquoi tu as investi. Alors que si tu as juste investi parce que le trou du cul du coin ou Romain a dit que, ça n'a aucune valeur. Mais donc, quoi qu'il arrive, oui, il faut du Bitcoin, il faut de l'Ethereum, pourquoi pas un peu de Solana. Et quand on démarre, il faut rester quand même sur des crypto-monnaies qui sont assez bien balisées. Ceux qui rentrent dans la crypto-monnaie là pour la première fois là maintenant, si vous m'écoutez, vraiment commencez par des trucs très classiques, un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, et après vous allez sur des trucs exotiques une fois que vous êtes formé. Mais vous irez peut-être dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est bien. Vous aurez fait votre premier bull run. Vous avez 4 ans pour vous former un peu plus en détail. Vous avez des choses un peu plus exotiques. Et maintenant, je m'adresse à l'entrepreneur. Toi, Romain, comment est-ce que tu gères tes finances au quotidien? Parce que tu sais, pour ceux qui sont dans la crypto, parfois tu peux voir des fois 2, des fois 3, et tu en as beaucoup qui ils convertissent leur argent et puis ils font des achats inutiles. Et moi, je lisais un bouquin qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je sais pas Ah si oui, tu bah oui, connais. la base. Avec la notion d'actif passif, Ouais, où il dit qu'il faut multiplier ses actifs pour pouvoir financer ses passifs. c'est ça. Et toi, comment est-ce que toi tu gères tes sous au quotidien? Ouais, bah c'est un bouquin que j'ai lu. Bon, après, moi, comment je les gère? Moi, j'investis beaucoup dans mes propres boîtes pour les développer. Après, moi, j'ai vraiment une vision assez globale. C'est-à-dire que j'irai jamais à dire quelqu'un met tout ton argent dans la crypto-monnaie. C'est débile. D'ailleurs, je vous le dis, c'est débile. Ne mettez pas tout. Bon, ça peut arriver. Hein. Moi, là, aujourd'hui, une grande partie de mes actifs sont en crypto-monnaie. Parce que c'est comme ça. Mais dans l'idée, pour moi, il faut vraiment diversifier. C'est bien d'avoir de la pierre, donc de l'immobilier. C'est bien, pourquoi pas, aussi d'avoir un peu d'or. L'or a toujours battu, de toute façon, toutes les monnaies sur l'histoire de l'humanité. Valeur refuge. Valeur refuge, donc avoir un peu d'or, ça peut être pas mal. Pourquoi pas des terres rares, tu vois, du lithium. Du lithium, aujourd'hui, on en a besoin pour les batteries. Acheter un peu de lithium, bon, stockez-le peut-être pas forcément chez vous, mais acheter peut-être un produit synthétique et exposez-vous un petit peu au lithium. Ça peut être aussi intéressant d'aller chercher des ETF, des instruments financiers. Tu prends le S&P 500 qui est du coup le marché américain des actions. Le S&P 500 a toujours battu le dollar. Donc si tu as un peu d'actions, de l'instrument financier du S&P 500, c'est bien
Pourquoi pas aussi avoir un peu d'instruments financiers sur le CAC 40, sur le Nikkei. Faut diversifier. Demain, l'économie américaine se casse la gueule. Ah bah merde, mon panier de devises sur la S&P 500 s'est cassé la gueule. C'est pas grave, j'en ai encore un peu sur le CAC 40. En fait, l'idée, c'est de se dire, un bon investisseur ou un bon entrepreneur ou quelqu'un qui gère bien ses actifs, tu dois pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc dans l'idée, C'est Warren Buffett qui disait ça, il me semble. c'est ça. Ouais. Et surtout, ce que disait Warren Buffett, il disait n'investissez que dans ce que vous comprenez. Si vous comprenez pas, ça sert à rien de mettre 1 euro là-dedans. Pareil, ceux que je vois, j'ai vu le Bitcoin qui a augmenté, machin, ils mettent 1000 balles, 2000 balles, 10 000 dedans sans comprendre. Bon, je l'ai fait aussi. Avant, on a tous été cons, mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'abord comprendre comment fonctionne l'actif, se former, s'informer, et après on peut y aller dedans. Tu sais, de la même manière, tu vois, je vois des gens, tu vois, qui voient leur projet immobilier, tu vois, comme un passif. Ils achètent un bien, mais leur bien leur sert à rien. Alors que, et ça c'est entre guillemets réfléchir comme un pauvre. Tu vois, et moi je réfléchissais comme ça avant. Puis après, quand j'ai compris les choses, je me suis dit, mais en fait, et il y a peut-être certains de l'immobilier qui diront qu'ils sont pas d'accord, mais peu importe. Mais en fait, c'est peut-être mieux de réfléchir, de se dire, bah tu vois, je suis locataire de mon propre bien. Du coup, je vais chercher au maximum mon levier d'endettement pour pouvoir aller chercher du rendement sur un actif, tu vois. Et donc, du coup, ça peut être intéressant, tu vois, d'aller chercher un peu d'immobilier, d'aller chercher un peu de crypto-monnaie, mais surtout, tu vois, de mettre de l'argent dans des choses, effectivement, qui t'apportent du rendement sur du long terme. Alors, question un peu osée, mais est-ce que Robert Bayel est-il crypto-millionnaire? Non, malheureusement. Non, malheureusement, pour diverses raisons, je suis arrivé assez early, mais au moment donné où j'ai pu investir, j'avais pas une capacité d'investissement suffisante. Puis après, milieu des startups, j'ai fait ce qu'il fallait à un moment donné pour remplir le frigo, pour bouffer, etc. Donc malheureusement, non, aujourd'hui, je suis pas crypto-millionnaire. Je le serai, tôt ou tard. Je te dis, pour moi, le moment où ça va arriver, de toute façon, je m'en rendrai même pas compte. Donc non, aujourd'hui, je ne suis pas. Ça fait partie de ma roadmap. Tu vois, juste un jour de me dire, j'ai 1 million en liquidité, je te dirais, c'est super, on boit l'apéro, on fait de ça. Non, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça le sera un jour. Mais moi, je le serai plus en mode vendeur de pelle. Vendeur de? Vendeur de pelle. C'est-à-dire dans la ruée vers l'or. Ouais. Ceux qui se sont enrichis. C'est pas ceux qui cherchaient l'or. J'ai entendu cette C'est ceux qui vendaient des pelles. Moi, je vends des putains de pelles, tu vois. Je vends des pelles, c'est-à-dire que moi, j'accompagne des projets qui vont peut-être certainement exploser. Puis, moi, je suis plus côté builder. C'est-à-dire, je suis pas forcément celui qui trade, etc. Ça m'impacte pas. Par contre, me retrouver d'une manière ou d'une autre avec des projets qui explosent, soit les miens ou soit ceux que j'accompagne, ça sera pour moi, effectivement, le moyen d'être crypto-millionnaire ou millionnaire en IMO ou que sais-je. Je m'en fous. Ouais. Mais pour moi, ça va être juste le moment de me dire, ok, comment je fais fiscalement et comment, à ce moment donné-là, je réinjecte dans l'économie réelle. De toute façon, si tu veux, la plupart des entrepreneurs, ils sont pas millionnaires en liquidité. Bon, certains investisseurs, ils sont arrivés au moment donné en crypto, ils ont pu mettre un gros ticket, ils ont des millions de liquidités, mais la plupart, ils sont pas liquides. C'est-à-dire, ils ont une boîte qui vaut autant, ils ont un parc immobilier qui vaut autant, mais ils ont pas le million dans leur poche, si tu veux. Tu prends Elon Musk, il vit à crédit, le mec. En fait, c'est juste son nombre d'actions qui fait que il est multimilliardaire, etc. Mais sur son compte en banque, il a quasiment pas une thune. Façon de parler, bon. C'est des actions. Plus que toi et moi. Mais donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver des accords avec des banques où, en fait, du coup, il va mettre ses actions en collatéral et il va leur dire, écoutez, prêtez-moi de l'argent. Si j'arrive pas à vous rembourser, vous récupérez les actions. Et en fait, c'est comme ça qu'ils peuvent aller chercher la liquidité. Mais la plupart des entrepreneurs que je connais, leur compte en banque est pas si garni. D'ailleurs, même les business angels, tu vois, des business angels qui sont multimillionnaires en capital, enfin, pas en capital, mais en actifs. Et en fait, ils n'ont pas 1 euro à mettre dans ta startup. Parce qu'ils ont déjà investi dans une startup à 100 000 euros il y a une semaine. Ils ont peut-être acheté un immeuble, etc. Ils n'ont pas d'argent en liquide, tu vois. Au final, c'est que de la dette. L'une des meilleures manières de s'enrichir, c'est de la dette. C'est de la dette. En fait, comme tu as dû te voir dans Père riche, Père pauvre, quand tu as une éducation, tu vois, ouvrière ou dans classe moyenne, tu penses que la dette, je dois de l'argent à une banque, c'est pas bien.
En fait, quand tu comprends que la dette, c'est un moyen d'aller chercher du rendement et de t'enrichir, en fait, t'as compris le système. L'endettement, c'est une des meilleures méthodes d'enrichissement au monde. Faut s'endetter un maximum. Quand tu vas t'endetter pour aller acheter un bien immobilier qui va t'apporter plus de rendement que ce que tu payes, entre guillemets, c'est d'argent magique. De la même manière, tu vois, si tu vas prendre de l'argent en tant que start-upper et que tu as compris l'inflation, que tu as compris que l'argent il va aller de moins en moins cher, bah, en gros, tu empruntes de l'argent qui vaut 1 et tu vas le rembourser dans 5 ans, l'argent vaudra moins cher vu qu'il y aura l'inflation qui est passée derrière. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de se dire, bah, en fait, si j'emprunte maintenant de l'argent et que je le rembourse avec de l'argent de plus tard, l'argent il vaudra moins cher. Donc la dette est un des moyens pour les riches de s'enrichir de plus en plus. Et c'est là où il y a la fracture. Ça veut dire en fait que les pauvres, malheureusement, on leur explique pas comment fonctionne l'argent. Mais on leur explique pas pourquoi. Parce qu'il faut pas qu'ils deviennent entrepreneurs, il faut pas qu'ils deviennent riches à leur tour. Sinon, c'est problématique. Les règles du jeu sont créées par qui? Par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui ont l'argent. C'est normal. Si tu crées un jeu de société, un jeu de Monopoly, le jour où tu vas y jouer, tu vas faire en sorte que c'est dans tes règles. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir changer toutes les règles. Mais à minimum, j'essaie de les comprendre. Même, tu vois, je refais un pareil sur les marchés financiers. On a ce qu'on appelle la smart money. Ouais. En fait, la smart money, ils vont accumuler. Pendant un moment donné où tu dis, bah ouais, mais la crypto-monnaie, elle est stable, elle vaut rien. Puis à un moment donné, ils vont faire pumper ça. Et c'est là où, entre guillemets, tous les neuneux, des personnes traditionnelles, tu vois, le retail, le plus grand nombre, ils vont acheter. Et c'est le moment donné où ils déchargent. En fait, on peut jamais surfer contre une tendance, même sur les marchés financiers. Il faut juste comprendre comment fonctionne la tendance et suivre la tendance. Quand tu vois tout le monde qui dit faut acheter, ton boulanger dit ouais, faut acheter la crypto. Ton taxi dit ouais, super, le Bitcoin, revend, mais revend direct. Parce que c'est le moment donné où ceux qui ont la smart money vont revendre sur le dos du plus grand nombre, sur le retail. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours acheter quand c'est rouge, quand ça saigne, et revendre quand c'est l'euphorie. Agir à contre-tendance. Agir à contre-tendance. Non, dans la vraie tendance. Ah, ouais. Parce qu'en fait, Ouais. oui, c'est contre-tendance quand on a une certaine lecture. Puis en fait, on comprend que c'est ça la tendance. Donc en fait, si tu veux, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne ce monde, comment fonctionne l'immobilier, comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le système de la dette, etc. Et une fois qu'on a compris le système, essayer de tirer ses propres cartes à son avantage. La vie, c'est comme un jeu de poker. Hein. Tu sais jamais quelle carte tu as. Mais si à un minimum, tu arrives à être un peu malin et comprendre un peu le jeu des autres et comment fonctionne le jeu de poker, bah, même si au départ, tu n'as pas forcément une bonne mise, bah, tu peux réussir à quand même gagner la partie. Ok. En tout cas, c'était très, 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 très lourd niveau valeur. Là, je vais te demander ton mot de fin pour clore cet épisode. Tu disais, je pense, c'est lors d'une conférence, tu disais, si vous aimez vos enfants, apprenez-leur la blockchain. Ouais. Et du coup, je rebondis sur cette phrase pour te demander quel, du coup, serait ton message à la jeunesse qui nous regarde pour qu'ils puissent se développer. Bah, premier message, n'écoutez personne. Ne faites confiance à personne. Déjà, la télé, tout ce qu'on vous apprend à la télé, bon, bien sûr, faut quand même écouter les cours. Je dis pas remettre en cause tout ce que les profs vous dites. Mais en vrai, si. En vrai, si. Moi, on m'a appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Bah non. C'était les Vikings, déjà. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on m'a raconté ça. Je levais la main, je fais excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a déjà des Indiens. Toute la classe s'est foutue de ma gueule. Alors que j'avais raison. C'est une vision tout à fait eurocentrée de se dire qu'on arrivait à leur apporter la civilisation. On a découvert que maintenant, ils avaient des pyramides, qu'ils avaient des sociétés ultra développées. Première chose, remettez en question la société. Remettez en question l'ordre établi. Remettez en question ce que vous considérez comme normal. On est en 2024. Il y a un peu plus d'un siècle, on avait dans l'exposition universelle de Paris, on avait des humains, des papous qui étaient derrière des cages. Et on considérait ça normal. Il n'y a pas encore si longtemps, les femmes ne votaient pas, on considérait ça comme normal. Il a fallu des gens comme moi, des gens comme toi, des gens comme d'autres, tu vois, qui remettent en question l'ordre établi en disant, mais c'est pas parce qu'on fait ça depuis longtemps que c'est normal de continuer à faire ça.
Et il faut des gens comme ça qui se posent des questions. Donc moi, tu vois, c'est un peu ces valeurs-là que je veux porter. C'est posez-vous des questions, remettez en question l'ordre établi. Tu vois, de la même manière, je vais faire un parallèle, mais sur les mœurs, les zoos. Moi, avant, je trouvais que j'allais dans un zoo, je trouvais ça tout à fait normal d'aller dans un zoo. Puis après, j'ai commencé à me poser des questions sur la condition animale, sur, tiens, est-ce que les animaux devraient peut-être pas être là où ils sont sur place? Puis j'ai commencé à me poser des questions aussi sur ma consommation de viande. Donc maintenant, tu vois, je consomme de moins en moins de viande. Alors que moi, à la base, je suis un gros carnivore. Mais tu vois, d'être toujours dans ce questionnement de rien n'est établi, tout peut changer. Ce qu'on considère comme établi aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc ça, c'est déjà les premières valeurs que je vais donner. Deuxième chose, formez-vous. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a permis d'être là invité, d'avoir l'honneur d'être dans ce podcast, c'est d'avoir eu un jour un ordinateur dans mes mains, d'avoir Internet dans mes mains, d'avoir été curieux, de m'être formé. J'ai regardé des dizaines et des centaines de documentaires pendant que certains jouaient à la console ou autre. Alors, je dis pas que la console c'est pas bien, mais je dis juste formez-vous, informez-vous, soyez curieux. Ça, c'est important dans ce monde. Et du coup, effectivement, tu vois, moi, s'il y a des parents là qui m'écoutent, je leur dis, mais mettez leur ChatGPT dans les mains, parlez-leur de Bitcoin. Là, par exemple, tu vois, j'ai cité aussi la bande dessinée d'un de mes amis qui s'appelle Daniel Véran Montero. C'est le directeur pédagogique de l'école blockchain à l'IRA. Et il a lancé une BD qui s'appelle Alice au prix des cryptos. Et du coup, le petit frère de mon associé qui a 15 ans, il est venu faire un stage découverte chez la mine pendant une semaine. On lui a envoyé des conférences, on lui a fait lire Alice au pays des cryptos. Et il a compris, il a dit « Ah, mais c'est génial, Romain !» Il dit « Mais en fait, finalement, le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. Il y a rien de supérieur, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de banque centrale. Donc, du coup, ça appartient à personne, à tout le monde à la fois. » À 15 ans, il t'a dit ça. À 15 ans, il a dit ça. Parce que on lui a donné la chance de ne pas le prendre que comme un gamin de 16 ans, qu'on s'est dit, il a beau avoir 15 ans, mais il peut comprendre des choses. Et on lui a donné cette BD-là, il a adoré, il a compris direct. Il a dit, mais en fait, c'est génial la crypto-monnaie, Romain. Il a compris direct. Et tu vois, comme quoi, t'as un gamin de 15 ans, je lui ai donné une BD, il a mieux compris que peut-être un mec de 55 ans qui dit non, la Bitcoin, ça sert à rien. Donc, du coup, il faut aussi des outils pédagogiques, des choses pour pouvoir changer les mentalités. Et je pense aussi que via la gamification, via des choses, tu vois, comme lire une BD, Alice au pied des cryptos, jouer à Hamster Combat, alors que c'est un jeu à la con. Mais ça va, si on arrive à faire rentrer des personnes par le plaisir, par le jeu, je pense que c'est aussi un des meilleurs moyens pour former la jeunesse. Donc c'est aussi mon troisième message. Si vous voulez former vos enfants, vos proches, etc., le mieux c'est de la gamification et de prendre du plaisir. Moi, si aujourd'hui je me suis formé à toutes ces technologies, c'est parce que j'ai pris mon pied, parce que ça m'a fait marrer. Mais il faut donner aussi l'intérêt aux gens, leur donner un peu de plaisir à se former à ça. Parce que si c'est lourd, tu dois lire un cours de 200 pages, tu vas pas le faire. Par contre, si tu donnes l'intérêt à quelqu'un de ce que ça va lui donner après, s'il s'est formé à ça, la personne va se former de manière beaucoup plus efficace. C'est la raison pour laquelle, moi, quand je donne des cours, je raconte des anecdotes, j'essaie de donner un peu de l'humour, etc. Parce que, comme j'ai souvent, les gens se rappellent jamais de ce que tu as dit, mais se rappelleront toujours des émotions que tu leur as données. Effectivement. Donc, autant donner des émotions positives afin de pouvoir faire passer cette éducation dans la tête des talents de demain. Merci beaucoup, Romain. Ce fut un plaisir de te compter parmi nous en ce jour. Merci à toi. Très bien, les amis. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de valeur dans ce podcast et j'espère que vous en ferez bon escient. Si cet épisode vous a plu, je vous invite donc à liker et à vous abonner et à repartager avec vos proches. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.